Mais avant de parler de The Acolyte, Marjo. Et oui, avant, parce que The Acolyte, c'est bien, mais ça a pu en dérouter certains, parce que pour la première fois, pour une série et même pour un film Star Wars, on sort complètement du cadre temporel auquel on est habitué entre nos 3 trilogies de base, quoi. Et là, on part vraiment dans le passé, il y a très 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 longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est vrai, mais encore plus lointaine. Et alors non, c'est toujours la même galaxie, par contre, on est plus loin. Et puisqu'on est dans l'époque de la Haute République. Et en fait, The Acolyte, ce n'est pas la première incursion dans la Haute République pour l'univers Star Wars Disney. Et donc, on s'était dit que c'était peut-être utile de faire une petite intro sur la Haute République pour ceux qui ne se sont pas plongés dans cette aventure éditoriale qu'est la Haute République. Et donc, je vais vous présenter très rapidement ce que c'est déjà concrètement pour les fans la Haute République. Et après, je vais vous lire le très chouette résumé qu'a préparé Tom sur les épisodes que vous avez ratés, sans spoiler, pour que vous encouragez plutôt à lire les livres oui, mais c'est plein de trucs. si vous avez envie d'en savoir plus. Et surtout, je précise, il n'y a absolument pas besoin de savoir tout ça pour se mettre dans The Acolyte, si jamais vous vous posez la question. C'est du bonus pour les fans, avec des petits clins d'œil à un personnage qu'on voit dans les livres, mais sinon c'est l'univers où on peut s'y plonger directement, l'univers de la Haute République, on peut s'y plonger directement avec The Acolyte, mais même si c'est une période particulière de la Haute République, on va oui. Je confirme, je connais rien de la Haute République et j'apprécie The Acolyte, donc voilà. Voilà. Ça se déroule, les The Acolyte, en fait, c'est la fin de la Haute République, alors que pour l'instant, la Haute République, ce qu'on nous raconte dans les romans et tout ça, c'est le début. Donc, et il y a quand même... Le milieu. Le milieu. Le milieu. Oui, il y a déjà quelques centaines d'années avant. Déjà avant, je suis en retard. Tu rattrapes Du coup, la Haute République, en fait, à l'origine, donc pour parler du projet en tant que tel, du projet éditorial, parce que c'était livre à la base, c'était le mystérieux projet Luminous. Qui a été lancé en grand secret en 2018 et qui n'a été dévoilé au public qu'en janvier 2020. Où on a découvert que en fait c'était un projet éditorial de livres, d'une série de livres et aussi transmédia. Quand même, dès le début, c'était prévu d'être du transmédia. Il parlait même de jeux vidéo au début, il parlait de films, etc. Mais c'est les livres qui arrivaient en premier, avec des romans, de la BD, des livres adultes, des livres young adultes, des livres jeunesse, du manga qui arrivait après. Enfin bref, un truc vraiment sur tous les supports. C'est la première fois qu'ils ont fait des livres audio aussi, ouais. Ouais, c'est même pas des audiobooks, d'ailleurs, c'est des fictions audio, puisque oui, c'est ça. C'est du full, il y a même pas de, enfin tous les livres sont adaptés en audiobook, mais il y a aussi des audiofictions qui sont purement de l'audiofiction. Littéralement le donjon de Nullbuck. Bref. Plutôt les Chroniques Galactiques pour être un peu plus moderne et dans le sujet. Et donc c'est une équipe d'auteurs qui s'occupent de tout, quasiment, enfin en tout cas de tout ce qui est roman et BD. Après, tous les trucs autour, ça évidemment, ça peut faire se greffer d'autres personnes. Mais c'est une équipe qui travaille ensemble depuis 2018, qui a créé cet univers de la Haute République ensemble. Voilà, cette magnifique équipe. J'ai trouvé une photo, ils se sont pris en photo au Galactic Star Cruiser, voilà, pour faire le petit lien. Parce qu'ils peuvent plus. J'ai trouvé marrante cette photo. Et en fait, donc vous voyez cette photo, donc c'est Charles Soule, Claudia Gray, Justin Ireland, Kevin Scott, Daniel José Holder. Donc c'est toute cette joyeuse bande qui s'occupe des romans. Alors ils se répartissent les romans, c'est pas toujours les mêmes qui écrivent les romans adultes ou les romans ados ou les romans jeunesse. Ils tournent en fait, donc c'est très chouette. Et ils se partagent les personnages en fait aussi. Ils font les intrigues de fond ensemble et après chacun développe dans le roman qu'il a en charge des points d'intrigue et qui développe les personnages.
C'est vraiment voilà pour le. je crois la façon dont ils ont, excuse-moi, la façon dont ils ont mis en place ce truc-là, ils ont vraiment contacté des gens, ils les ont dit, vas-y, vous vous mettez tous dans une pièce, là, on vous a mis une grande table, on vous a mis des chips, j'espère, et allez-y, créer, quoi. Et ils ont balancé des idées comme ça, et ils ont mis en place tout cet univers. Vous avez un pan, là, de l'histoire, il y a une timeline qui va de là à de là, remplissez-moi ça, et mettez ce que vous voulez, des livres, des machins, etc. Et ils se sont éclatés, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Ouais, c'est génial. Et du coup, c'est assez. Enfin, on peut trouver pas mal d'interviews, notamment qui datent du début du lancement de la Haute République, où il raconte un peu comment ça se passe en fait, comment ça s'est passé ce moment créatif. C'est vraiment intéressant. Et alors, c'est pas, ils sortent pas nulle part, hein, ces auteurs. Il y en a pas mal qui étaient déjà des auteurs de livres ou de BD Star Wars. Donc c'est voilà, c'est des personnes, notamment Charles Soule, plutôt sur les comics d'ailleurs, je crois, et Claudia Gray plutôt sur les romans, qui a fait plusieurs romans qui sont très très appréciés. Moi, j'aime beaucoup notamment Maître et apprenti, qui est avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Je suis en train de le lire. De Claudia Gray. Je suis actuellement je suis à la page 75, je crois. C'est bien, hein. Mais il est bien, alors que je m'en fous de ces deux. Mais vraiment, je passe un bon moment. On m'a dit, lis-le, il est vachement bien. Et j'ai fait, ok. Et je suis en train de il est vachement bien, voilà. Non, Claudia Gray est très forte pour écrire les personnages, notamment, pour écrire vraiment la psychologie des personnages. Oui, c'est la première fois que Qui-Gon m'intéresse. Je suis désolé, je vais mettre des gens à dos, mais Qui-Gon, j'ai tendance à en avoir rien à péter. Et là, il m'intéresse fort. Non, je l'aime beaucoup, moi, Qui-Gon. Bah, oui. Bref, donc tout ça pour dire que ça fait beaucoup de livres. Là, j'en ai qu'une toute petite partie ici. Enfin, ah ouais. J'en ai même pas un tiers, là, en fait, ici. C'est juste la phase 1 et il manque encore 2 dans la phase 1, là. Donc, je vais vous en reparler des phases, mais en gros, il y a plusieurs phases et dans chaque phase, il y a plusieurs vagues et on n'est pas obligé de tout lire pour tout suivre la Haute République. On peut ne lire que les romans adultes, que les romans jeunesse, que les romans young adultes. Enfin, on n'est pas obligé de tout lire. C'est, on va dire, les romans adultes qui font un fil vraiment et les autres se greffent dessus, plus ou moins. Mais par exemple, des gamins qui le niveau de lecture ne permet que de lire les petits romans jeunesse de la bibliothèque verte, ils peuvent s'amuser tout aussi bien à suivre. Justement, celui que tu viens de montrer, effectivement, quand tu le lis, il est un peu, c'est beaucoup plus enfantin. Le style, il est beaucoup plus simple, mais il est pas naze. Hein. Enfin, franchement, il est vachement bien. C'est le premier, il est très bien. Et il introduit un personnage qu'on voit dans The Acolyte. Donc, on en reparlera. Donc voilà pour la petite intro et donc je vais passer maintenant à de quoi ça parle la Haute République avec le petit texte, le petit résumé que nous a préparé Tom. Donc c'est là qu'il faut que je sois prêt sur des images. Voilà, c'est ça. C'est maintenant qu'on a les petites illustrations puisque donc la Haute République. C'est le nom en fait d'une période de croissance, d'expansion et de pérennité pour la République galactique. Elle est considérée comme l'âge d'or des découvertes, des Jedi et de la paix. Voilà, regardez-moi ces beaux Jedi, ils sont tout beaux, ils sont tout brillants, ils sont en robe blanche et dorée, c'est magnifique. Donc les premières histoires, elles se déroulent en moins 232 avant la bataille de Yavin, donc 200 ans tout pile avant l'épisode 1. Donc, ce que tu disais, Nagla, on n'est pas vraiment au début de la Haute République. La Haute République, elle est déjà depuis plus ou moins 2 siècles, je crois. Mais là, on est vraiment, c'est l'apogée, quoi. Ouais. Et en fait, justement, c'est le symbole, cet apogée. C'est un grand projet de la République. C'est le flambeau stellaire que vous voyez à l'image. C'est une nouvelle grande station spatiale qui est située dans la bordure extérieure, dans le but d'y établir une base solide pour la colonisation entre guillemets de ces planètes. C'est un peu plus. Alors nous, quand on le lit et qu'on est du point de vue de la République, il ne le voit pas comme une colonisation. C'est plutôt on amène notre aide à la bordure extérieure, on les aide à se développer, etc. Oui, non, si, c'est la colonisation. Oui, c'est ça, c'est le discours des colons, quoi. Pareil, on vous amène. Ah, complètement, mais très utopiste. C'est vraiment le côté, il n'y a pas de comment dire, d'idéologie de chercher de la richesse, de chercher, enfin en tout cas du point de vue de la chancelière, de tout ça, c'est vraiment très humaniste et très utopiste. Mais dans les faits, c'est de la colonisation quand même. Et c'est aussi dirigé un peu par les Jedi, ce truc-là. Donc tu as aussi ce côté,
Ouais, c'est un coin sombre de la galaxie où on sait qu'il y a quand même pas mal de pirates et de choses comme ça. Donc en vrai, on veut aussi mettre un peu de paix, de sécurité, apaiser les tensions, etc. C'est très très ouais. Tu peux faire plein de rapports avec la vie réelle sur ce qui s'est passé et des moments où des gens qui se sont dit qu'ils avaient quand même vachement envie de jouer les gendarmes un peu partout dans le monde. Mais c'est justifié par un truc de, est-ce que c'est justifié ou pas d'ailleurs, chacun verra, mais par un truc de, bah, c'est pour faire le bien, c'est pour des bonnes choses, etc. Moi, j'ai le sentiment que la chancelière, quand elle te présente ce projet, elle y croit vraiment, quoi. Pour elle, c'est Ah vraiment oui. un truc très cool, quoi. Voilà, c'est ça intéressant. qui est particulier dans la Haute République, c'est que on a notamment une chancelière, on a des femmes et hommes politiques, mais sauf une femme politique qui est un peu un espèce d'idéal, quoi. Enfin, c'est l'opposé de ce qu'on connaît dans la prélogie. C'est vraiment, elle est très, enfin, elle a des opposés. Il y a des tensions politiques entre différentes personnes. Enfin, voilà, tout le monde n'est pas blanc, évidemment, mais elle a vraiment un optimisme qui est assez contagieux. Et les Jedi sont aussi à cette image-là, quoi. Ils sont très euh, voilà, c'est vraiment leur âge d'or, quoi. Ils sont très propres. Et Ça s'appelle les croisades, votre truc, dimanche. Ils vont pas se battre contre des gens, ils vont vraiment s'installer non, c'est pour. ça, Il n'y a pas c'est de ça. bagarre dans l'histoire. On Et, s'installe, on rencontre, on discute. et en général, ils sont plutôt, enfin, ils ont une bonne image, quoi. Ils sont bien accueillis. Alors évidemment, il y a des tensions et ça va être un peu tout le sujet parce que s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas Il n'y a pas d'histoire. d'histoire. Oui. Mais en tout cas, voilà. Et puis du coup, vraiment ce flambeau stellaire, c'est l'emblème de tout ça, quoi. Donc c'est vraiment le départ du premier livre, La Lumière des Jedi. Sauf que le vrai départ de ce premier livre, c'est évidemment une catastrophe. Parce que comme on l'a dit, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Donc en fait, dans ce moment d'utopie, il se passe quelque chose d'horrible. Donc au milieu même de l'hyperespace, puisque c'est le Legacy Run, un transport de fret modulaire de classe A, très précis, Oui. qui servait à transporter des marchandises, rencontre en plein milieu d'un couloir d'hyperespace un mystérieux vaisseau. Je vais choisir de faire la version spoil quand même parce je pense qu'on est quand même obligé d'introduire les méchants. Vraiment Même le si, tout début c'est le tout début du premier bouquin, donc enfin. ouais. Enfin, le début, c'est cet accident, on ne sait pas ce qui se passe et c'est au fur et à mesure du livre qu'on comprend ce qui se passe. Je vais pas rentrer plus dans les détails de l'accident en tant que tel, puisque c'est très prenant de le découvrir dans le livre, de voir qu'est-ce qui se passe vraiment et pourquoi c'est une catastrophe aussi énorme. Mais en gros, c'est une attaque terroriste, en fait, des Nihil, qui est une nouvelle menace que personne ne connaissait, qui est venue des confins de la bordure extérieure. Et c'est en fait, comme son nom l'indique, un Nihil, c'est des anarchistes, c'est des pillards qui pillent aussi bien des planètes que des vaisseaux et qui sont contre ce que font la République et cet idéal d'expansion et de colonisation, en disant non, nous on veut faire ce qu'on veut et un peu des espèces de vikings, hardcore un peu. Hein. Ouais, ils sont vénères. Ils sont très vénères. Parce qu'il faut comprendre que deux vaisseaux qui se rentrent dedans, vous voyez l'image en haut à droite là qui est présentée. Les deux vaisseaux qui se rentrent dedans, ça fait pas juste deux vaisseaux qui disparaissent. Et ça a des conséquences graves sur des planètes et des trucs comme ça. Vraiment, vraiment grave. Et c'est vraiment prenant à lire. C'est au début, tu fais, bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu te rends compte, tu fais, ah oui, mais c'est la merde en fait. c'est vraiment très bien. Mais c'est très bien parce que on rentre là-dedans et en fait, la réaction des Jedi, la manière dont agissent les Jedi, ça nous montre à quel point les Jedi de cette époque-là sont à leur apogée. Ils sont hyper puissants, ils sont hyper solidaires et enfin, La Lumière des Jedi, le premier tome, il est génial. Enfin, pour moi, pour l'instant, c'est mon préféré parce que c'est vraiment. Il est très bien. Et on touche pourquoi on est dans une époque d'âge d'or en fait. Ouais. Et malgré ce moment horrible qui se passe, et c'est justement par cette catastrophe qu'on se rend compte à quel point les Jedi, c'est pas juste
c'est pas juste un mot en l'air comme ça avec une espèce d'aura. Voilà, c'est vraiment des vrais héros, quoi. Donc ça m'a fait penser à ma lecture de Silmarillion à l'époque. Je sais pas si les gens connaissent un petit peu le Seigneur des Anneaux ici, mais quand on lit le Seigneur des Anneaux, quand on nous parle des elfes, c'est des gens qui sont quand même vachement en train de dépérir, être sur le déclin, voire ils vont partir, quoi. Ils ont plus beaucoup de pouvoir, etc. Et quand on lit le Silmarillion, qu'on comprend la création de cet univers. Bon, c'est pas super bien écrit parce que Tolkien, voilà. Mais t'as ce truc où, ah oui, mais les elfes, en fait, ils sont badass, ils sont très forts, très beaux, très puissants, et du coup très arrogants, et du coup ils font des trucs qui sont très bêtes, et je retrouve un petit peu de ça dans la Haute République, en fait. On a découvert des Jedi qui étaient plutôt sur le déclin dans la prélogie, voire carrément disparus après, ou presque. Et là, on les découvre, ouais, ils sont flamboyants, quoi. Ouais, ils sont flamboyants et ils sont assez variés aussi par rapport à ce qu'on voit plus tard. Chacun a son rapport à la force différente. Il s'est beaucoup plus ouvert d'esprit sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un Jedi. C'est assez rafraîchissant aussi d'avoir cette version-là de l'ordre Jedi. Vraiment. Et donc, c'est comme ça que se lance cette phase 1. Hein. Ça va être comment les Jedi vont essayer de régler ce problème, enfin d'affronter cette menace des Nihil et qu'est-ce que sont ces Nihil et à quel point ils sont dangereux. Et donc, Tom nous a fait une petite sélection de ses conseils de lecture. Donc, évidemment, la première incontournable, c'est La Lumière des Jedi, le premier tome. On n'y revient pas dessus, il est super. C'est l'introduction de tous les personnages, enfin la grosse majorité des personnages importants de la Haute République. Et effectivement, elle est juste mentionnée, je pense, dans La Lumière des Jedi, le personnage qu'on retrouve dans The Acolyte, puisqu'il ne l'a pas mis dans sa sélection, mais on retrouve surtout mise en avant dans Une épreuve de courage, le premier roman jeunesse, où vraiment on la découvre plus. Donc c'est Vernestra Rwoh qu'on retrouve dans The Acolyte, beaucoup plus âgée, puisqu'elle fait partie d'une espèce extraterrestre qui peut vivre très longtemps. Donc elle a plus de 100 ans dans The Acolyte, mais elle ne les fait pas. Hein. Non, c'est vrai qu'elle ne les fait pas. Parce que sinon, tous les personnages comme il y a quand même une bonne majorité, pas mal de personnages qui sont humains ou alors d'espèces qui n'ont pas cette longévité, donc on n'en retrouve aucun des autres dans The Acolyte. A priori, ils sont déjà morts, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Bon, il y en a qui survivent pas déjà quelques tomes. Hein. Voilà. Mais il y a des pertes. Il conseille aussi En pleine ténèbres, qui est le premier roman young adulte de la Haute République, qui est très bien. J'ai beaucoup aimé aussi, qui permet d'introduire une autre des menaces, qui est je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'étais pas du tout. Je m'habituais déjà au Nihil, et là, on a une autre sorte de méchant. Très flippante, qui est introduite dans ce tome-là. Je n'en dirai pas plus, mais qui devient assez récurrent après dans cette phase, en tout cas. Il conseille L'Orage gronde, qui est le deuxième roman adulte, donc qui est la suite, hein, pour retrouver un peu les personnages du premier. Ça continue. Effectivement, on ne peut pas commencer par là, hein, il faut lire... Il faut lire La Lumière des Jedi avant. Alors qu'entre La Lumière des Jedi et En pleine ténèbres, on peut commencer par l'un ou l'autre, même si je conseille. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux commencer par le 1, tu piges mieux, je pense, mais le 2, tu peux commencer par là, c'est pas chiant. Et il parle de La Chute de l'étoile, qui est donc le troisième et dernier tome adulte de la phase 1, qui est aussi une introduction à la phase 3, puisque la phase 2 est un préquel, évidemment, parce que c'est Star Wars. Et je ne l'ai pas encore lu, mais Tom dit que c'est de loin son préf et c'est le prochain que je dois lire. Donc, je me rends compte que j'ai du retard. Je pensais avoir bien avancé sur la phase 1, mais j'ai pas du tout lu L'Orage gronde non plus, donc je suis à la bourre en fait. Non, mais j'ai lu L'Orage gronde et j'ai lu aussi le deuxième Enfin, j'ai lu toute la deuxième vague. Qui est donc autour de la foire de la Haute République. Mais et le roman young adulte est assez sympa aussi, moins que le premier. Bref. Et La Chute de l'étoile, il est cool, et ça me permet de frimer un peu parce que j'ai la version VO de La Chute de l'étoile,
qui est vraiment une couverture assez oui, c'est très chouette. joli, oui. Ah ouais. Et qui est dédicacée par Claudia Gray. Voilà. Mais non. Ouais. mais La régie, tu peux On m'a passer en offert, plein c'est écran, pas s'il moi, te c'est plaît, il pas n'y a plus moi de qui. régie. Vas-y, montre. Voilà, donc le livre dédicacé pour moi par Claudia Gray. Je l'ai pas rencontré, hein, c'est une amie qui c'était en convention aux États-Unis et comme je suis allée la visiter pas longtemps après, elle m'a fait la surprise de ce bouquin. Trop stylé, trop stylé. Ouais, même si je vais lire en français, je pense. Donc voilà pour la phase 1. Il y en a plein d'autres évidemment, des ouvrages. Il y a des comics, du manga, des livres audio, on en a parlé. La phase 2, donc la phase 1 s'appelle donc Light of the Jedi. La phase 2, Quest of the Jedi. Alors Tom, donc moi je l'ai pas lu, hein, mais Tom dit qu'il en parle pas puisqu'elle sert à expliquer pas mal des éléments de la phase 1. Il s'agit d'un préquel centré sur un conflit passé, effacé des livres d'histoire entre les Jedi et une secte. Donc là, je sais pas si je lis le spoiler, mais bon, allez. Et donc il dit que c'est la voie de la main ouverte, ayant possiblement évolué en la secte que l'on voit dans l'épisode 3 de The Acolyte. Alors là, je suis très intriguée. Ah bah je suis très intrigué aussi du coup. Oh, ils sont forts parce qu'ils arrivent du coup. C'est ça qui est. Ça y est, j'adore. Pardon. Mais ça me titille. J'ai envie de tout lire. Ouais. Ouais, c'est très intriguant. Donc, on n'en saura pas plus tant qu'on n'aura pas lu. Et la phase 3, qui est donc la fin. Je ne sais pas si elle a un nom, cette phase. Et donc Tom nous dit qu'on attend la fin de celle-ci, qui est prévue pour cet été automne, et qui apportera enfin les conclusions à cette saga, puisque c'est prévu pour clore tout ce cycle. Avec une suite en fait directe à la chute de l'étoile. Donc j'imagine pour ceux qui ont suivi dans le rythme, il y a dû y avoir un moment à ronger son frein avec la phase 2, au dire j'ai hâte de retrouver les personnages de la phase 1, puisque je pense que ça va être mon cas aussi quand je vais finir la chute de l'étoile. Ouais. Mais du coup, voilà, ça a commencé fin 2023, cette phase 3. Elle est beaucoup plus sombre que les deux autres, d'après Tom, d'après ce qu'il a pu lire. Et on est vraiment au niveau du ton, dans la suite de la chute de l'étoile, et qui peut ne rien dire dessus, puisque sinon, c'est des gros spoilers. Oui. Mais en résumé, c'est la merde. Voilà. De toute façon, oui, tu vois la couverture là, de Trials of the Jedi, déjà, tu vois que c'est bien sombre hein, quand même. Hein. Déjà, le titre, ça veut dire que là, on n'est plus du tout dans l'ambiance de les Jedi, grands héros, intouchables. C'est ça, si tu mets les couvertures l'une à côté, t'en as une qui est très blanche dorée. Qui s'appelle Lumière des Jedi en plus. Héros, et là, ça fait vraiment. Ah bah là c'est une fin de soirée qui a mal tourné. Hein. Trial of the Jedi, c'est le nom de la phase, d'après Tom. Donc, très bien. Voilà. Ça dit tout. Et après ça, on a The Acolyte. C'est The Acolyte. The Acolyte, The Acolyte, ça se déroule à la fin de cette période faste. Alors même si période faste, vu l'ambiance de la phase 3, on peut se demander si c'est encore le cas. Mais voilà, donc alors on a peu de détails sur la transition entre la phase 3 et celle-ci. A priori, il y a quand même, d'après ce que j'ai compris, Tom, tu me corriges, une centaine d'années quand même entre les deux. Donc il se passe des choses, on imagine. On ne sait pas encore forcément comment se conclut la guerre principale du cycle dont on parlait juste avant, et de comment ils se sont débarrassés des grands méchants que sont les Nihil. Voilà, on ne sait pas à quel point cette fin a impacté l'organisation de l'ordre, les Jedi. On en voit le résultat du coup dans The Acolyte, donc on peut faire des suppositions, mais c'est pas voilà. Donc cette phase, elle devrait marquer la fin de la Haute République telle qu'on la connaît, et du coup la fin de cet âge d'or et la transition des Jedi tranquilles, pépères dans leurs conseils, qui prennent pas trop part au conflit, qui prennent part au conflit qu'en cas d'extrême urgence, aux Jedi qu'on connaît dans la prélogie, qui sont bien plongés jusqu'au cou dans la politique. Et ce sera la dernière fois que les Jedi sont vraiment des chevaliers et mercenaires en quête de justice.
Et donc, c'est plus ou moins comme ça que Disney a décrit cette fin. Et l'intérêt de la série The Acolyte, ce sera donc de voir comment tout cela va avoir lieu. Et effectivement, et on peut faire un parallèle avec la prélogie. On savait qu'Anakin allait basculer, mais on ne sait pas comment. Donc effectivement, on sait vers où ça va, mais on ne sait pas le chemin. Oui, c'est vrai. Tout l'intérêt. Et donc, je lis la petite appréciation de Tom sur puisque c'est le seul de nous tous à être à jour, j'ai l'impression, presque à jour en tout cas, sur la Haute République. Donc, pour lui, c'est une grande réussite de la part de Disney du fait qu'ils se sont lancés là-dessus et qu'ils ont choisi ça pour se reconstruire une image aussi vis-à-vis des fans, notamment de l'univers étendu, de légendes, etc., de reconstruire cette ambiance-là aussi. Qu'est-ce que c'est que ce visuel, Tom? Ça va pas? C'est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Hein. Donc, pour Tom, l'histoire est bonne, les personnages sont géniaux. Et il donne l'exemple qu'il n'y a rien qu'à voir Saul dans The Acolyte, qui pour lui est l'incarnation parfaite des maîtres Jedi des romans. Alors moi, je suis plus mesurée, mais on en reparlera quand on parlera de la série sur Saul. Moi, je n'ai pas confiance en ce personnage. Et donc, les enjeux pour lui sont vraiment à la hauteur de la saga Skywalker. Et donc, il espère que The Acolyte sera soit une série à plusieurs saisons, soit le début d'un focus futur. Et je crois qu'en tout cas, quand ils ont annoncé The Acolyte, donc là, c'est moi qui le dis, c'est déjà prévu qu'il y ait plusieurs saisons. Donc, on ne sait pas combien, mais ils veulent en faire plusieurs saisons. Ça va dépendre du succès de la première, mais que, en tout cas, et c'est pas un one-shot. C'est a priori pas un one-shot. Ok, très bien. Tom, le héros du jour, Tom Président, super. Merci beaucoup, Tom, en tout cas. Et oui, Tom Président, parce qu'il nous a fait une super présentation de ce qu'était la Haute République. Merci à toi aussi, Marjo, pour la présentation aussi de la Haute République, d'ailleurs. J'ai suivi le chemin de Tom et j'ai pu ajouter mes petits commentaires sur ce que je connaissais, en tout cas. C'était super. Mais je suis d'accord avec lui sur l'intérêt de cette saga et j'avais l'objectif de tout suivre quand ça a commencé à sortir, mais c'est quand même beaucoup. Et donc j'ai perdu le rythme. T'es obligé de lire que ça quasiment quand tu essaies de tout lire la Haute République. C'est bête, mais rien que moi qui ai un retard monstrueux en lecture Star Wars parce que je m'y suis mis assez tard, j'ai décidé de faire une pause entre la Haute République et de partir sur d'autres trucs. Et en fait, du coup, le temps de lire d'autres trucs, je ne lis que ça du coup. Hein, vraiment, ma vie n'est que Star Wars. De toute façon, je vous dis, il n'y a que ça de bien dans la vie. Non, il n'y a pas que ça de bien. Mais du coup, donc, The Acolyte, ça y est, on y est. La série a commencé à proposer ses premiers épisodes. On en est au 3e à l'heure où ce live est enregistré. Ce live, j'arrive plus à parler. Et donc, en plus, d'où ça vient cette série exactement, Marjo? Oui, vous êtes encore, ceux qui ne sont pas encore à jour, vous êtes encore safe pendant quelques minutes. Oui, pour l'instant, pas de problème, il n'y a pas de spoil. Voilà, pour parler de l'origine de cette série, c'est intimement lié à ce qu'on vient de parler juste avant, puisqu'en fait, on commence à en entendre parler en 2020. Et si vous vous souvenez, en 2020, c'est le moment où se lancent aussi on a les annonces de qu'est-ce qu'il va y avoir dans la Haute République. Les romans devaient commencer à sortir en 2020, mais pandémie oblige, ça a été un tout petit peu repoussé. Mais on a quand même l'annonce pour May the 4th de cette série, The Acolyte. Et on sait tout de suite que ça sera donc dans ce contexte Haute République et que ça sera mené par une certaine Leslie Headland. Voilà la fameuse Leslie, j'adore cette photo. Donc c'est une photo qui date de Star Wars Celebration 2023 et elle est accompagnée d'un des personnages de la série, n'est-ce pas? C'est vrai. Et donc, qui est Leslie? Donc en fait, elle a déjà fait quelques petites choses qu'elle avait fait parler juste avant ça, et notamment la série Russian Doll, Poupée russe, sur Netflix, je crois.
je n'ai pas vu, mais que j'ai très envie de voir maintenant, parce que pour plusieurs raisons, mais il paraît qu'on retrouve des thématiques, etc. Enfin, là, c'est un peu ces thématiques fétiches, mais c'est une série qui avait quand même eu, pour sa première saison, 13 nominations aux Emmy et 3 victoires, 3 Emmy. Donc ouais, et c'était quand même, c'est une showrunneuse, créatrice de série qui a le vent en poupe. Elle sait ce qu'elle fait, quoi, a priori. Hein. Oui. Et oui, Tom nous dit que Ken Naka, donc le fameux Wookiee Jedi, est le meilleur perso de la série. Bon, j'attends de voir parce que pour l'instant, on l'a pas encore. On l'a pas beaucoup vu, mais pour l'instant, j'aime bien. Hein, j'aime bien le principe en tout cas. J'aime bien aussi. On va en reparler de toute façon. Et donc, The Acolyte, qu'est-ce que c'était cette l'objectif? Alors, c'est une magnifique affiche qu'on a eue il y a pas longtemps avant la sortie de la série. Mais donc, dès 2020 et dans les années qui suivent, 2021, quand on commence à avoir des infos, c'est présenté comme un show qui fera la part belle au côté obscur. Fait. Et donc, Leslie, elle nous tease un peu plus tard plutôt des personnages moralement gris, en tout cas qu'on est moins dans une dichotomie côté lumineux, côté obscur, comme ce dont on a l'habitude dans Star Wars, et surtout pas mal d'action. Dans un style un peu différent aussi de ce qu'on a l'habitude, puisque c'est de l'action avec de l'influence plutôt du côté des arts martiaux. Donc c'est tout de suite annoncé comme ça. Et donc, au fur et à mesure, on a des nouvelles sur le casting et dans l'année 2022. Puis, on apprend qu'il commence la production au Royaume-Uni. Et donc, le casting, justement, qu'il y a dans ce casting. Alors, je voulais vous le présenter parce que Leslie, elle a déclaré qu'elle avait eu la chance, en fait, d'avoir eu tous ses premiers choix d'acteurs et d'actrices. C'est stylé, ça. Et que heureusement, parce que elle n'avait pas pensé à de deuxième choix. Et donc, elle a eu... C'est mieux, du coup. Apparemment, elle a écrit ses personnages en ayant en tête des acteurs déjà. Tête ces gens-là, et voilà. Alors, ce qui est assez curieux, parce que c'est assez peu de gens hyper connus, quoi. Ouais. Donc, ça pose un peu question, je trouve, de se dire... c'est un peu intriguant de se dire pourquoi c'est cet acteur ou cette actrice pour ce personnage, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez cette personne. Et donc, pour vous les présenter, donc il y a Amandla Stenberg qui joue donc personnage principal, pour être resté sans spoiler. C'est vrai. Et donc, qui en fait, je pensais que je la connaissais pas, mais si, puisqu'elle joue Roux dans les Hunger Games, dans les premiers Hunger Games, la petite Roux, donc on l'a vue toute petite. Spoiler pour Hunger Games. n'a pas vu les Hunger Games apparemment. Voilà. Roux comme lui? Non, c'est RU. Ah, d'accord. Et c'est un personnage très marquant pour ceux qui ont vu Hunger Games. Donc voilà, c'était elle. Mais je n'avais pas du tout fait le lien. On a Lee Yoon-jae, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolée, acteur sud-coréen qui joue donc Saul, qui est surtout connu pour Squid Game. Que je n'ai pas vu. Et alors lui, petite histoire, avant cette série-là, il avait fait que des shows coréens. Et il avait un peu dit que il voulait pas jouer dans des trucs américains, que il resterait que dans le marché coréen. Et donc quand elle avait quand même pensé à lui et du coup l'agent a dit non, c'est mort. Et en fait il dit bon, quand même demandez, c'est Star Wars et tout. Et en fait il se trouve que quand il a appris qu'on lui proposait un truc Star Wars, il a lu le truc, il fait genre les Star Wars c'est cool quoi. Et donc voilà, oui. il a cédé. Et, ok, ça passe, allez. On a Charlie Barnett qui joue Jord Fandar, personnage préféré. Je pense qu'on va débattre. Aïe. Il m'insupporte, mais je l'adore. C'est très spécial. Alors lui, en fait, c'est pas un hasard que Leslie a pensé à lui, parce que c'est un acteur de la fameuse série Poupée Russe, Russian Doll. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut que je regarde Russian Doll, parce que je veux savoir c'est quoi son personnage dans Russian Doll pour le comparer à Jord. Voilà.
Daphne Keane, qui est une des noms les plus connus du casting, qui joue la padawan de Saul, Jackie, qui est donc une hybride humaine Thiline, je ne sais pas comment ça se prononce. Et Daphne Keane, alors on l'a découvert dans Logan, dans le rôle d'X-23, et elle a fait plus récemment Lyra, le rôle principal de la série His Dark Material. Donc, d'accord. Une actrice, pareil, qui commence à peser et qui touche à plein de rôles, voilà, d'univers de pop culture différents, donc ça commence à être intéressant. C'est rigolo parce que tu dis pas des grosses stars, c'est vrai, mais c'est quand même des gens qui, dans leur domaine, sont bien, quoi. Enfin, ils ont fait des rôles marquants quand même. Hein. Oui, bon, Charlie Barnett pour l'instant moins. Oui. Amanda Stenberg, bon, ouais, elle a un rôle gamine qui était marquant, mais ouais. Jusque-là, c'est son premier rôle, j'ai l'impression en tout cas. Voilà. Par contre, actrice hyper connue pour les fans de pop culture, évidemment, c'est Carrie-Anne Moss, qu'on connaît pour Matrix, hein, dans le rôle de Trinity, qui joue le maître Jedi Indara. Donc, elle n'est pas sur la photo. C'est la seule, donc je cite, qui n'est pas sur la photo, mais elle est dans la série. Mani Jacinto, je ne sais pas comment ça se prononce, qui joue Kaimir. Et alors là, ça m'a un peu fait exploser le cerveau quand je me suis rendu compte que c'était Jason de The Good Place. C'est ouf. Quand tu as dit ça, je me dis, mais c'est pour ça. Parce que tu sais, je le regardais, je me dis, mais sa tête, elle me dit quelque chose, mais je le remettais pas du tout. Mais tu peux pas le remettre dans ce contexte. C'est vraiment... Non. Il joue un Jedi sérieux, un peu taciturne, etc. versus Jason qui est littéralement... C'est pas un Jedi. Kaimir, c'est l'autre acolyte. C'est ça. C'est l'allié de Côté Obscur. On a de... Ah oui, pardon. Oui, pardon. Et, enfin, je veux dire, il est... Enfin, c'est pas le même genre. C'est vraiment très différent, quoi. Et c'est pour ça que là, ça m'intrigue de fou de me dire c'est quoi ce personnage de Kaimir et pourquoi elle a pensé à Mani Jacinto pour jouer ce personnage. Pour l'instant, je l'adore. On le voit que dans un épisode, mais je l'adore. Ouais. Mais c'est très intriguant. Jouer quelqu'un de dark alors qu'on le connaît, on le connaît nous, en tout cas, que dans la comédie, quoi. Donc c'est un petit peu. Bon, bref. Ouais, même s'il est drôle, hein, c'est celui qui fait la meilleure blague de la série pour l'instant dans l'épisode 2. Mais c'est vrai. Et évidemment, alors celui, dans les principaux, après je vais mentionner très rapidement les autres, mais qui domine là tous les autres, c'est Jonas Suotamo qui joue Kelnaka, le Jedi Wookiee, et qui était en fait Chewbacca dans la dernière trilogie, et qui a commencé à prendre le rôle de Chewbacca dans Solo aussi pour remplacer Peter Mayhew, je pense. Voilà, et en fait, alors là, elle en parle très bien, Leslie, elle dit que là, pour le coup, c'était vraiment un souhait. Elle avait très, très, très envie de donner un nouveau rôle de Wookiee à Jonas, parce que pour qu'il puisse créer son personnage, parce qu'elle a adoré la manière dont il a réinterprété, quand il a repris le rôle de Chewbacca, et elle voulait lui donner un rôle de Wookiee Jedi, quoi. Oui. Wookiee qui allait manier un sabre laser, et on l'a pas encore vu faire, mais on va bien, ça va arriver. Et voilà, ça fait partie de ces grandes motivations de la série. Trop bien ça aussi, hein. Mais ça j'aime bien. C'est rigolo parce que du coup tu te dis déjà ils ont, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait Boba Fett, Django, enfin qui fait tous les clones du coup, c'est pratique. Ils ont un acteur, il fait tout le monde. Si en plus ils prennent un même mec qui fait tous les Wookiees, je peux faire Star Wars 18 films avec 3 acteurs, c'est parfait. Mais là c'est cool qu'il ait un Wookiee dont il peut créer le personnage, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. C'est son Wookiee maintenant. C'est son Wookiee. Ouais. Et donc, je vais mentionner aussi une tête connue pour notamment les fans de Game of Thrones. C'est Dean Charles Chapman qui joue Torbin, donc le Jedi Torbin dans The Acolyte, et qui jouait Tommen dans Game of Thrones. Ah, alors, le petit. pas tout de suite. Ouais, je savais qu'il était dans la série et en fait, j'ai pas tout
capté quand on le voit apparaître, Thorbin, parce qu'il est grimé quand même, on le connaît pas forcément. Et par contre, quand on le voit jeune dans les flashbacks, je dis, ah bah oui, là, c'est Tommen. Mais c'est pour ça qu'il disait un truc, lui aussi. Ouais, et je l'avais vu aussi dans 1917, où il joue un des rôles principaux. Il est très très bon aussi dans ce film. Ok. Ok. Et pour compléter, comme elle est sur la photo, je voulais quand même mentionner la magnifique Jodie Turner-Smith, qui est Aniseya, qui est sublime. Elle est trop belle. Elle est magnifique, cette femme, de toute façon. Donc, dès qu'elle est à l'écran, tu es waouh. Ah ouais, elle est sublime. Et elle est sublimée par les costumes et le maquillage et tout ça. Et puis, notre fameuse Vernestra Rowe, dont j'ai parlé, le personnage qu'on connaît dans les romans La Haute République, qui est incarnée par Rebecca Henderson, qui est sur la photo. En blanc. Ok. Donc c'est quand même du cast, on dit voilà, c'est du cast pas connu, mais qui est un peu connu et enfin voilà. Sorti de nulle part, quoi. Enfin. Voilà, il y a quand même. Il y a 2-3 personnes qui quand même ont... Ouais, ça roule, ça bosse, quoi. Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que c'est comme une série qui est portée par les personnages. Pour le coup, les histoires, c'est vraiment ça. Et du coup, d'avoir le fait que ces acteurs qui sont intimement liés à leurs personnages, ils n'ont pas passé de casting, quoi. Ils sont allés oui, bien sûr. C'est assez particulier comme... Et ça se sent, j'ai l'impression. Mais ça marche, oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord. Bon, super. Et alors, du coup, c'était quoi l'objectif de cette série ? Bah oui, à quoi ça ressemble. Donc là, je vous mets le trailer, un des derniers trailers. Toujours pas, vous inquiétez pas, on va vous prévenir. Ouais. Pour finir quand même de vous parler d'une autre particularité de cette série, c'est que Leslie Headland adore mettre plein de références cinématographiques dans cette série. Elle présentait d'ailleurs au début The Acolyte comme Kill Bill, un mélange de Kill Bill et de La Reine des Neiges. Voilà. Alors, moi, je comprenais pas La Reine des Neiges. Évidemment, à l'époque, quand on nous parlait de La Reine des Neiges, je me dis quoi ? Maintenant, on comprend un petit peu plus pourquoi. C'est peut-être un petit peu plus clair maintenant, ouais, mais... Ouais. Enfin bon, encore, c'est un peu tiré par les cheveux. Kill Bill, dès l'épisode 1, les références Kill Bill, elles sont vraiment évidentes, très présentes. Ouais. Et une autre référence où elle l'a citée, elle dit, alors là, c'est vraiment, j'ai pompé totalement cette scène pour l'épisode 1. Une des scènes à la fin de l'épisode 1, c'est une des références aux fugitifs. Ok. Voilà, c'est l'espèce de course-poursuite là. C'est le fugitif. Voilà. Et à mon avis, je n'ai pas noté d'autres, mais je pense qu'il y en a. Elle s'amuse à mettre plein de petites références, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit dans les scènes, que ce soit dans l'histoire. Voilà. Elle adore faire des petites références. Donc, quelle était votre impression générale sur cette ambition, cette esthétique voulue ? Qu'est-ce que... Je dois dire que moi, le projet a toujours été plutôt cool à mes yeux, parce que ça ce truc de... Tu sais quoi, vas-y, on va te montrer le meilleur moment de l'histoire des Jedi, et puis on va montrer qu'en fait, c'est en train de se terminer, et que peut-être c'est en train de se retourner un peu cette affaire. Et ce projet avec cette showrunneuse, etc., je trouve que il est hyper kiffant dans son projet, quoi. Alors après si on n'apprécie pas ça, on va en discuter, mais j'ai été complètement embarqué et j'avais hâte de le découvrir, et j'ai hâte du prochain épisode. En vrai, j'attends avec impatience encore la suite, ouais. Moi, j'aime beaucoup, si on se concentre sur l'esthétique, je trouve ça super beau, en fait. J'aime tous les détails. J'aime évidemment les fights en mode plus, comme tu disais, à la Kill Bill, etc. Je trouve ça change, en fait. C'est rafraîchissant d'avoir quelque chose un peu différent que du piou-piou ou du... Tu vois ? Excusez-moi, je fais pas bruitage. Écoute, j'ai cru que j'ai lancé un film. Attends, il faut que je vérifie mon Disney+. C'était le son THX en plus, David. Bah oui, bien sûr. Voilà. Non, mais justement, ça change d'avoir quelque chose de différent, une approche un peu différente sur la Force aussi. Et puis, voilà. De toute façon, vous voyez les images, là, c'est super. Enfin, c'est superbe. Et il y a un jeu entre des choses très colorées d'un côté avec ces Jedi flamboyants, on en a parlé, et encore une fois, c'est l'impression de noirceur qui peut aussi popper à n'importe quel moment.
cette obscurité, ces flammes, etc., qui sont beaucoup plus dures. Et on disait tout à l'heure, première phase et la troisième phase de la Haute République. Et on a un peu de ça, quoi. Qu'est-ce qui se met enfin? Ouais, les raccourcis clavier, hein, Benoît, qu'est-ce qui se passe? La régie veut nous dégager ce soir. La régie dit allez vous coucher, les pégus. Non, on reste là. On va venir me déloger. Donc tout va bien. Donc ouais, effectivement, l'esthétique, je suis grave embarqué. Voilà. Ouais. Je me monte dans le petit vaisseau. Alors du coup, est-ce que... Vas-y. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, on va y aller, on va y aller. On va dans les spoilers là maintenant? On va y aller gentiment dans les spoilers. C'est le moment, normalement, préparez-vous parce qu'on vous a préparé. Si vous voulez rester quelques secondes pour au moins découvrir l'animation incroyable, j'attends que la régie me fasse un petit site pour me dire qu'elle est prête. Mais on passe en vitesse spoiler. Oh là là! Alors là, moi je vois ça, j'ai envie d'être spoilé dans tous les cas. Hein. Enfin vraiment, je. Oh, dans partout, là j'ai ma chaise qui a fait ça. Vraiment, mais par contre, sans blague, je remercie énormément Benoît qui a monté cette animation en 2-2 cet après-midi en disant bougez pas, j'ai une idée. C'est incroyable. Voilà, il est embauché. C'est super bien. C'est incroyable. Donc ça y est, on a vu The Acolyte, on a vu les 3 épisodes, nous autres sur ce live. Alors moi je voulais commencer du coup. Vas-y. Ouais, parce que comme on part directement spoiler, je trouve que il y avait quand même ils ont réussi à dissimuler des choses quand même assez centrale même si ça a été découvert par certains dans les trailers. Moi je sais que du coup donc voilà, le premier plot twist c'est le fait que c'est des jumelles en fait, ce personnage principal voilà, et les fameux 2 hauts The Acolyte qui sont superposés, c'est L2. C'est trop malin. Bah oui. Donc, alors moi, j'avais suivi des analyses de trailers, etc., qui du coup évoquaient ça au début quand ils avaient sorti ça, genre ouais quand même. Et non, en fait, du coup, en fait, j'avais été convaincue et effectivement, c'était bien ça. Et alors je vais vous laisser après dire votre avis, mais ce que j'ai apprécié, c'est que ça n'a pas été un mystère tiré sur la moitié de la saison, ou ne serait-ce même qu'un épisode. Tout de suite, on le comprend, enfin, et surtout, il y a les Jedi ça traîne pas, c'est pas, enfin du coup, donc on a Osha et May, donc Osha la gentille et May la méchante pour celle qui tue les Jedi, la May. A priori, elle a plutôt des meurtres sur le dos, alors que l'autre non, c'est ça qu'on comprend. Voilà. En tout cas, pour l'instant, voilà, ça a l'air d'être ça. Et donc Osha, elle doit pas se débattre trop longtemps sur mais non, mais c'était pas moi. Enfin c'est bon, il la croit assez rapidement. Les Jedi sont pas trop cons, ils connectent les fils et ça va. Et ça, vraiment... du coup, j'aurais trouvé ça pénible si ça avait duré. On est d'accord. C'est vraiment le quiproquo de. En plus, c'est plutôt bien fait parce que t'as ce truc où toi tu te demandes, mais attends, elle là qui est en train de réparer des bidules avec des droïdes. C'est celle qu'on a vu tuer la scène. C'est pas la même personne. Vous fichez. En fait, au début, oui, c'est ça. Au début, tu te dis, attends, est-ce qu'elle est, alors c'est peut-être pas schizophrène, ou schizophrène, mais qui c'est un rêve, oui. Non, mais au début, enfin, tu sais, quand tu la vois dans son vaisseau en train de réparer tes trucs, puis il lui demande, t'as fait quoi la nuit dernière? T'étais pas là, je sais pas quoi. Oui. Et elle dit, mais ça te regarde pas. Alors j'étais genre, attends. Est-ce que c'est un truc ça se trouve, c'est une apnée du sommeil vraiment vénère. Hein. Vraiment, elle est noctambule. C'est Star Wars, tout est possible. Mais tu sais, elle peut être habitée par une autre force qui lui fait faire des trucs. Elle s'en souvient pas. Ça existe, hein, bah oui. Tout est possible. Il y a un petit moment aussi de genre. Mais non, en fait, ouais, au tout début. Mais après, c'est vrai que quand elle te dit qu'elle a une jumelle et que Saul la croit parce que forcément il la connaît, il connaît la jumelle. Donc, et finalement, c'est pas plus mal parce que tu te dis qu'en fait, c'est pas ça l'intérêt de. Tu vois, Tom, il dit, j'ai cru qu'elle mentait vraiment bien. Ah oui, et c'est bien en fait. Ça nous a mis le doute un petit peu au début quand même. C'était pas tout de suite. Il y a eu un petit peu quand même de. Je suis passé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà.
Ouais. Et donc l'autre surprise quand même, c'est que dans la première séquence, un des personnages qu'on pensait être peut-être La centrale. voilà, elle est tuée tout de suite, Maître Bah, Indara. Trinity capote, hein, ça va vite. Hein. Voilà, surtout que c'est quand même la scène qu'on nous a montrée le 4 mai au cinéma. C'était toute cette scène-là, en fait, hein, du moment que May arrive dans ce bar, je sais pas quoi, jusqu'à ce que... Enfin, on la voit pas On la voit pas mourir. décéder. Ça s'arrête un peu avant. Et ouais, moi, c'est au Grand Rex que je l'ai vu. Et vraiment, t'as toute la scène en longueur de bataille et tu fais ça incroyable. Et puis ça s'arrête et puis c'est tout. Et en fait, juste après, elle décède. Ah oui, d'accord. Du coup, je me demandais si dans les scènes qui avaient été dévoilées. Non, ils arrêtent juste avant. En fait, ça arrive juste avant qu'elle la retrouve. Voilà. Ouais, juste avant. Ouais. Après, moi, ça m'a pas surpris plus que ça. Enfin, c'était comme un peu genre, ah bon, ok, d'accord. Mais bon, après, je sais pas. Bon, après, j'étais plutôt tout ça pour ça. on allait la revoir parce qu'on avait vu d'autres images avec elle dans les trailers. Donc, je me suis dit, bon, au moins, il va y avoir des flashbacks. Donc on va la revoir. Oui, on va la revoir. Oh bah on a eu du flashback, hein, on va en reparler, mais on a eu ça existe, le flashback dans cette série, on s'inquiète pas. Mais bon, on peut déjà dire RIP Maître Indara. Ouais, c'est vrai. Premier d'une série de Jedi qu'on va perdre. Mais non, mais elle est assez classe. Après, elle est... oui, c'est... Premier Jedi de la Haute République qu'on voit du coup à l'écran. Oui. Elle est d'une classe. Tu ne le vois pas beaucoup utiliser son sabre laser, mais... Elle le sort à la fin. Quand ça devient nécessaire, quoi. Mais au début, elle est vraiment en mode non, il faut pas se battre, etc. Elle a déjà l'arrogance un peu le côté. Moi, j'ai trouvé qu'elle était déjà, elle fait partie. Bon, surtout on la voit dans les flashbacks. Je trouve qu'elle est déjà fait partie déjà des Jedi un peu. Qui se sentent un peu supérieurs aux autres, quoi. En fait, c'est ça. Mais bon, en même temps, quand on la voit, elle est attablée avec des gens. Enfin, on voit aussi ces Jedi qui sont pas au temple, quoi, qui vivent avec des gens normaux. C'est vrai qu'elle était occupée à manger sa meilleure raclette là, et on vient lui casser les pieds. Et voilà, en fait, c'est ça le but, c'est qu'en fait, on vient l'embêter pendant son repas. Donc, je comprends qu'elle s'énerve aussi après. Franchement, je révèle aussi. Bah oui. Ouais. Mais du coup, pour commencer là-dessus, parce que c'est quand même tout de suite ce mystère qui est du coup tiré, et c'est un peu le grand... Je voulais vous demander tout de suite, qu'est-ce que vous pensez qui cache là ce groupe de Jedi? Parce que tout de suite, on a cette May qui est en vengeance, qui est pour quelque chose qu'ils ont fait, qui a l'air très grave. Et on ne sait pas... on ne sait pas, effectivement. Parce qu'il y a l'épisode 3 qui révèle quand même des trucs, mais qui pour moi pose autant de questions qu'il ne révèle de trucs. Parce qu'on verra ce qu'on en pensait, mais moi, quand je vois plein de corps allongés qui n'ont pas tellement de raison d'être allongés de cette façon, de cet endroit, etc., je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il y a eu une bagarre qui s'est faite et qu'on n'a pas vu? Ah, mais c'est sûr, moi, il manque un truc là. Dans l'épisode 3, on a une vue. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un thème un peu qui est tiré là, enfin, qui va être pour toute cette série, je pense. C'est on a des visions partielles, enfin on a déjà du coup on a les 2 premiers épisodes qui ont même des titres doubles. C'est vrai. Qui du coup paix, guerre, justice, c'est pas ça, mais c'est quelque chose comme ça, quoi. Oui, c'est les 2 côtés, c'est logique. Perdu, trouvé, c'est ça. Vengeance, justice. Et il n'y a que le 3e qui, du coup, qu'un seul titre, c'est Destin, parce que les 2 sont ensemble. Oui. Mais sinon, les 2, c'est Osha aimé, dont on reparlera. Mais du coup, pour parler vraiment juste des Jedi, c'est ça où je disais que moi, j'arrive pas à... Je leur fais pas confiance à aucun, en fait. Oui. Même à Saul qu'on voit rapidement, j'ai pas de photo de Saul du premier épisode, mais bon, on va le mettre avec Yord. Oui, tu te poses des questions sur... parce qu'il y a quand même un maître Jedi qui préfère mourir
Mm-hmm. Il semble être... que de révéler la vérité. Donc tu te dis, attends, là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est des Jedi, donc normalement. Il semble être très très mal le Jedi en question. Voilà la séquence. Torbin, donc ce fameux Jedi Torbin qui m'intrigue énormément. Bah oui. Parce que du coup, on le voit apparaître donc il a fait le méditation vœu Barash, le Barash Vow, qui est du coup alors c'est quelque chose qui existait déjà dans l'univers, qu'on avait déjà croisé, je connaissais pas moi, mais qui est apparemment dans des comics, etc. C'est en gros quelque chose que font, et a priori Obi-Wan avait plus ou moins fait ce vœu aussi en partant à Tatooine. C'est ce fait de se retirer complètement de la vie, pour faire pénitence, parce des Jedi qui considèrent qu'ils ont fait quelque chose pas bien, dont ils doivent faire pénitence, et ils se retirent et ils se coupent de toute interaction avec leur environnement. Et alors ça peut prendre l'aspect de juste Obi-Wan qui va vivre en ermite sur Tatooine, ou ça peut être Torbin qui est en méditation. Il reste entouré de gens, mais il est en méditation dans sa bulle, quoi. Et constamment comme ça, il parle à personne, et a priori depuis plus de 10 ans. Hein. Depuis 10 ans. Il est comme ça. Et je pense que il doit avoir des sacrés fourbis. Oui, d'abord, mais en plus, pour rester aussi longtemps, c'est que s'il fait pénitence pendant aussi longtemps, c'est il s'est passé quelque chose de grave, et en plus, comme on le sait, donc, mais lui donne une sorte de poison, je sais pas trop ce que c'est, mais et il préfère prendre ça plutôt que d'avouer ce qu'il a fait, donc c'est que ça doit être vraiment grave, quoi. Et on n'a pas vu ce que c'est sûr. Enfin, mais là, on n'a rien vu de toute façon dans cet épisode, à part le fait qu'ils ont voulu enlever les enfants, parce que ça aussi, c'est un autre, voilà. Mais je veux dire, je pense pas que tu te vengerais comme ça. Et en plus, lui, il aurait pas pris le poison, parce qu'en fait, je veux dire, techniquement, à l'époque, il faisait rien de mal, dans le sens où c'est normal, en fait, que les Jedi enlevaient les enfants. Bah oui, c'était dans leur prérogative. C'est pas ça qui le perturbe, mais effectivement, il s'est passé un truc, et c'est a priori à ce moment-là qu'il a été blessé, puisque il est quand même à moitié défiguré. Et a priori, on voit, moi je ne l'avais pas vu, mais du coup, sur une analyse d'épisode, à la fin de l'épisode 3, quand Osha se réveille avec Saul, on le voit en arrière-plan, et a priori, on aperçoit qu'il a déjà cette... il a déjà la blessure. Donc, donc ça date bien de ce moment-là, quoi. C'est passé à cet instant critique. Tom qui dit, je suis sûr qu'il clash les clés du bureau des Républicains, j'aime beaucoup. Je pense que c'est ça. Non, parce qu'au moment où parce que du coup, May le confronte, lui dit d'affronter le passé, etc. Et le choix, le poison ou d'affronter son passé. Et du coup, il prend le poison et il dit on pensait faire ce qu'il fallait. On pensait faire le bon choix. Je ne sais plus comment il le prononce. Je crois qu'il dit. Et du coup, il prend. Et manifestement, non, il regrette. Je crois qu'il a 2-3 regrets. Ouais, mais il défend quand même en disant on pensait. Pas voulu. On l'a fait avec des bonnes intentions, mais on s'est trompé, quoi. Et du coup, vous savoir ce que c'est. Oui. Et c'est sans doute l'enjeu le plus important, quoi, parce que tout doit se jouer autour de ça. Donc ça va monter petit à petit, t'inquiète pas. Il y a deux enjeux importants quand même. Ça, c'en est un, mais il y a le deuxième. Il y en a un deuxième. Il y a un deuxième. Il y en a deux et demi. Il y en a deux, et puis un troisième qui est lié probablement aux deux. Mais du coup, si on... Ouais, du coup, qui est quand même lié, je voulais peut-être continuer sur ce qui est lié à ce mystère. Vas-y. C'est avant de parler donc, du truc qui pour l'instant c'est le moins, qui est juste après la fin de l'épisode 1 et l'épisode E2, mais l'épisode 3, on découvre du coup le passé de Osha et May, et du coup, surtout, d'où elles viennent, ce fameux coven de sorcières. Ouais. Et du coup, attendez, je voulais vous mettre, les deux jumelles, qui ont grandi du coup avec ces sorcières. C'est un monde un peu bizarre. Alors j'aime beaucoup l'idée qu'elles soient peut-être présentées, ces sorcières,
dans la phase 2 de la Haute République et que ce soit une évolution de ce truc-là. Mais et j'aime beaucoup cet univers où c'est un monde donc avec que des femmes qui élèvent 2 filles. Il y a a priori que ces 2 filles qui sont des enfants dans cet espace. Il y a une très vieille dame, il y a d'autres gens, mais sinon il y a juste deux petites filles. Et c'est hyper reclus. Ça a l'air d'être pour le coup une secte. Un truc très très enfermé sur eux-mêmes, qui ont leur propre conception de la force, qu'ils appellent le fil. Voilà, c'est le fil du destin, le fil du 10, machin. Et en fait, l'épisode 3, il te met de leur point de vue à eux. Ils sont chez eux tranquilles, ils veulent faire évoluer les gamines, machin. Puis il y a des Jedi qui débarquent et qui disent on va les tester, et puis peut-être on va les embarquer. C'est ça. Et c'est hyper violent. Hein. C'est hyper violent. Et là, pour le coup, les Jedi j'en sais rien, des sales types qui débarquent et qui volent les enfants, quoi, ce qui ne se fait pas normalement. Sauf que je pense que si tu le regardes du point de vue Jedi, t'as ce truc de presque comme on pourrait avoir aujourd'hui dans la vraie vie, il y a une secte qui est en train d'élever des enfants dans un endroit très chelou, qui sont en train de leur apprendre des trucs qui potentiellement peuvent les faire vriller complètement charbés, et il faut leur retirer et les confier à la DAS, ces pauvres gosses, parce que ça va pas. En vrai, tu retournes le truc dans l'autre sens, tu sais pas ce que ça peut donner, quoi. Et c'est hyper complexe en fait. Et comme tu disais tout à l'heure qu'elle voulait donner un aspect très très gris aux choses et vraiment pas manichéen, je trouve qu'on est en plein dedans, quoi. Ah ouais, moi ça m'a vraiment marqué là je me suis posée. En fait, c'était à la fois hyper fascinant et hyper frustrant cet épisode parce que j'étais déjà prête à ne pas croire tout la manière dont on me racontait les choses, etc. Non, mais en fait, j'étais genre, alors, la vision de la force de ces femmes, elle est pas si différente de celle des Jedi. Enfin, la manière dont elles parlent du fil, de la manière dont la force lie les choses, notre rapport à la force, c'est exactement la même manière dont Obi-Wan parle de la force à Luke. Donc, pour moi, c'est plutôt, la vraie différence, c'est qu'elle parle pas de côté lumineux et de côté sombre. Ça. Et que, du coup, c'est ça la vraie différence. C'est juste la communauté et c'est leur seul repère dans leur rapport à la force et ce fil que tu tires ou pas, et qui est une idée assez intéressante, mais moi je suis d'accord avec toi sur le point de vue que ça nous donne, et donc j'espère qu'on aura le miroir, j'imagine qu'on aura le miroir du point de vue des Jedi qui va nous remplir les trous, parce que je sais qu'il y en a qui disent là on a eu le point de vue d'Osha, on aura le point de vue de Mahé. Je suis pas sûre que ce soit ça qui nous manque. C'est pas le point de vue de Mahé. Certes, elle a peut-être vu des choses qu'on n'a pas vues. Je pense qu'on l'aura aussi, parce qu'on aura sans doute la raison de pourquoi il y a à un moment donné plein de gens qui ont l'air d'être très très décédés, et je suis pas persuadé que ce soit juste le petit incendie qui a fait ça. Et puis je suis pas sûre que, là, même le début de l'incendie, quand elle crame on comprend pas comment ça passe du livre qui commence à cramer à la chambre qui est en feu, quoi. Tout explose, donc c'est pas ça. Et après il y a l'explosion, il y a autre chose, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, c'est rigolo parce que elle a pas compris non plus parce qu'elle tombe. Oui, c'est vrai. Donc, oui, et en fait, c'est Osha qui voit les gens par terre avec Saul, en fait. Oui. Donc et en fait, c'est ça, c'est le point de vue. En fait, il faut le point de vue des Jedi. Alors, un point de vue, comment dire, honnête, c'est-à-dire pas le point de vue embelli des Jedi pour comprendre, en fait. Mais bon, ils vont pas nous mettre tout de suite parce que il faut que la garde suspense. Mais je pense on va en reparler, Tom, de cette histoire de prophétie de la prélogie, mais on va y revenir, je pense, parce que effectivement, il y a cette histoire de elles ont pas de père qui résonne bien sûr énormément dans la mythologie Star Wars, mais d'abord juste sur ça, je me suis amusé à regarder les commentaires qu'il y avait sur Twitter à propos de cet épisode. J'ai cliqué sur le truc The Acolyte qui était en... C'est dangereux, ça. C'est une mauvaise idée, on est sur Twitter, donc on peut dire que... Et en fait, j'ai vu deux choses. J'ai vu d'un côté les gens qui détestent parce que ça détruit la mythologie Star Wars, ce que, bon, à voir. Ça fait partie de cette histoire de prophétie, etc. Mais c'est très lié aux gens qui, dès que tu touches à George Lucas se retourne dans sa tombe, il n'est pas mort, mais voilà. Et à côté, il y avait évidemment
tout un autre groupe, parce qu'on est sur Twitter, qui disait bah oui, bah voilà, les lesbiennes dans Star Wars, et puis alors il n'y a pas d'hommes, et puis alors c'est woke, et puis alors j'ai fait ouais, let's go, la totalité du truc, etc. En plus, c'est une showrunneuse, alors évidemment, enfin bref. Donc j'ai vomi 3 fois dans ma bouche, et puis j'ai dit que j'allais m'arrêter là, finalement. Mais j'ai trouvé que c'était quand même. Je me suis vraiment posé la question. Si on parle maintenant du coup de la conception de Mai et Osha, parce que du coup la manière dont c'est présenté, c'est vraiment, enfin donc il y a, il faut que je retrouve mes notes pour les noms. Les noms sont pas assez à retenir, je trouve. Ouais. Bon, après on l'a vu que dans un épisode, donc c'est Mère Aniseya qui dit c'est moi qui les ai conçus, oui. Et Mère Coril, Mère Coril qui dit c'est moi qui les ai portés. Donc on est quand même littéralement dans effectivement une conception d'enfants entre deux femmes lesbiennes. C'est ça. C'est littéralement ça. Et donc au début j'étais genre ouais, alors, au début j'étais oh c'est cool, et puis après je me suis dit mais attends, la manière dont elle présente comme c'est un secret, la manière dont ça a été dont elles l'ont conçu, que doivent pas connaître les Jedi, parce que sinon ça va, enfin comme si en fait ce qu'elles ont fait louche, c'est quelque chose qui va pas dans l'idéal du côté lumineux qu'auraient les Jedi. Alors je me suis dit soit ça veut dire que les Jedi ont des vieux a priori moisis de conservateurs, ce qui serait possible. En vrai. Qu'en fait, c'est moi, je me suis dit que peut-être en fait la mauvaise image, enfin la défiance que les Jedi ont envers ces sorcières et le risque qu'ils ont l'impression qu'elles posent, c'est peut-être de la méconnaissance en fait. Que c'est vraiment juste, elles rentrent pas dans nos cases et du coup on les considère comme étant du côté obscur, alors qu'elles sont peut-être pas forcément du côté obscur, elles sont peut-être juste. Non, on sait pas en vrai. Voilà. Mais encore une fois, on n'a pas le point de vue des Jedi, donc c'est difficile à dire. Voilà, ou alors il y a vraiment une manipulation de la force qu'on peut considérer comme flirtant avec le côté obscur, mais bon, les autres exemples qu'on a dans la saga, enfin la conception d'Anakin, c'est pas le côté obscur, c'est la force tout court. Oui, a priori. Pour créer une balance. Il y a des rumeurs, des choses. Il se dit que peut-être des théories qui disent que c'est Palpatine qui aurait fait en sorte. Et comme on est sur la Haute République, une série qui est censée plus ou moins expliquer pourquoi le déclin, etc., il y a ce truc où peut-être cette fameuse secte, ces fameuses sorcières ont peut-être appris d'une façon ou d'une autre comment créer la vie à quelqu'un qui finira par créer la vie plus tard pour créer Anakin. Alors de ce que j'ai, c'était sur la chaîne Star Wars Explains qui réexpliquait ça. Alors moi je l'ai pas lu, mais du coup il faisait référence à un comics, je sais plus, qui du coup, du nouveau canon, du canon Disney, qui dit qu'en fait c'est plutôt genre les expériences de Plagueis et Sidious sont allées trop loin du côté obscur, et du coup c'est la force qui crée Anakin pour balancer balancer ce qui était en train de se passer du côté de Sidious, et du coup Sidious il crée Anakin mais sans le vouloir. C'est plutôt une réaction, c'est pas une conception comme là on a entre les deux femmes, genre on veut créer des enfants et on sait comment faire. Et du coup, il y a eu une foultitude d'articles de plein de monde sur le sujet qui sont partis dans tous les sens, sur plein de théories dans tous les sens. Bah oui. Donc c'était, c'est parti envoyer aujourd'hui à ce sujet. Après, mais du coup, j'ai vraiment été surpris de voir que cet épisode a été très très mal reçu, le 3e. Je peux concevoir qu'il ait été, parce que je sais, peut-être on parlera plus tard de notre avis, mais il a été reçu comme étant un peu ennuyeux, et ça je peux entendre, parce que le flashback arrive un peu vite dans la série. On n'a pas forcément eu le temps de trop s'attacher, et donc d'un seul coup, tu as un flashback qui te resitue qui te replace une situation différente. Tu n'as pas beaucoup d'action dans l'épisode, tout ça. Et donc ça, je peux concevoir. Mais alors tout le reste, je trouve que les gens sont hyper durs. Moi, j'avais trouvé un petit peu lent, mais juste parce que... Enfin oui, non, juste parce que c'est tout, j'ai trouvé lent au début. Hein, je parle pas... le début est un peu lent, mais c'est normal parce qu'en fait, on te présente des nouveaux personnages. En fait, c'est un petit peu comme les épisodes lents d'Andor, hein, si on peut comparer, mais c'est ça. C'est parce qu'à chaque fois, on te refait
comme une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, etc. Et du coup, c'est toujours un petit peu lent. Mais après, j'ai trouvé que la deuxième partie de l'épisode, C'était vachement. Moi, ça m'a happé. Hein. bah, c'est ça. Ouais. Bah moi je trouvais qu'il arrivait au bon moment parce que j'avais envie de savoir. Enfin là avec les 2 premiers épisodes, j'étais en mode je veux savoir ce qui s'est passé, je veux donner moins en plus. Alors du coup il était un peu frustrant parce que on a c'est encore c'est pas complet comme vision. Mais par contre, effectivement, j'ai trouvé que les 2 actrices qui jouent les jumelles sont pas incroyables. Oui, non, les enfants acteurs dans Star Wars, c'est un univers à part. Voilà, mais après, j'ai trouvé, enfin, moi, c'est tout ce qui m'a accroché, c'est de découvrir cette communauté de sorcières, quoi, de comprendre. Et du coup, j'étais vraiment en mode, si il s'est passé une tragédie dont les Jedi sont probablement responsables, pourquoi? Et du coup, et puis aussi, pour savoir aussi, parce que c'est le personnage de Mae aussi qui m'intrigue beaucoup et du coup, d'essayer de comprendre, ouais, merci d'avoir mis cette magnifique photo, j'adore. Cette photo est incroyable. Ouais, c'était vraiment. Dès que je la fasse, c'est fait. On peut passer à autre chose. Donc ouais, moi j'ai bien aimé cet épisode, même si il m'intrigue et surtout il me donne encore moins confiance en les Jedi. En la clique des Jedi là. Il y a. Sauf Kelnaka, parce que pour l'instant, elle n'a rien fait de mal, Kelnaka. Voilà. Oui, c'est vrai. Saul non plus, techniquement, on ne sait pas. Je regarde un petit peu de Kelnaka. Saul, j'ai vraiment du mal. En fait, Saul, depuis le début. Il a l'air tout gentil. Et il a l'air soyeux. Soyeux, ouais. Et fluffy. Mais non, moi, Saul, j'ai vraiment du mal depuis le premier épisode. Qu'est-ce qui va pas avec Saul? Explique-nous un peu. Il est trop gentil, c'est ça? Ouais, en fait, alors, il est très émotif, ce qui n'est pas du tout un défaut. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il cache. Il dit toujours que des semi-vérités. Il cache toujours ce qu'il sait. Dès le début, enfin le fait, genre quand ils sortent le fait qu'il y a une jumelle et tout, il est en train de boire son verre, genre j'étais pas du tout au courant. Et il fait que ça tout le temps. Et quand il parle à sa Padawan dans le premier épisode aussi, où il dit, la Padawan dit on n'est pas censé ne pas avoir d'attachement. Et l'autre il dit non, mais c'est pour il faut se souvenir du passé pour ne plus. Enfin, c'est des leçons qui sont importantes. Alors je pense que c'est vrai là ce qu'il dit à ce moment-là, mais c'est pas que ça quoi. C'est de la culpabilité, c'est de la vraie culpabilité, c'est pas juste. Et du coup, il est trop mielleux avec la petite, j'aime pas. Ouais, je comprends bien. Il est manipulateur en fait, j'ai l'impression qu'il a. Je sais pas. Moi, d'un autre côté, tout mon problème de la manière dont ils ramènent Osha, c'est que certes, elle avait cette volonté de partir, mais c'est une gamine de 8 ans et il joue avec ses émotions et je trouve que c'est pas très bien de faire ça. Moi, je pense qu'il cache ce qui s'est passé et que c'est pour ça qu'il va chercher Osha parce qu'il sait que les autres sont morts en fait. Je pense qu'il sait déjà, il découvre pas les corps en fait par terre. Je pense qu'il sait déjà qu'ils sont morts et c'est pour ça qu'il va chercher Osha. Donc ça veut dire qu'il a vu ce qui s'est passé. Je pense pas qu'il a. Après, j'en sais rien. Parce que moi, je lui fais un peu confiance, c'est ça le problème. Je ne pense pas qu'il a participé à ce qui s'est passé. Je pense qu'il a vu ce qui s'est passé et il a sauvé Osha. Bon, voilà, voilà. Vous l'aurez su ici en avant-première. Et voilà, la théorie, elle est là. Non, mais voilà. Et puis, dès le début, il essaye quand même de la dédouaner. Il dit oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est elle, mais bizarre. Et il essaye quand même de chercher à la soutenir. Donc, en vrai, moi, je l'aime bien, je dois dire. J'ai l'impression qu'il cherche justement à pas être uniquement dans le dogme Jedi et à essayer de trouver d'autres solutions. Et du coup, c'est le danger, c'est que il y a un peu ce truc-là d'ailleurs dans la prélogie d'une certaine façon parce qu'il y a 2 Jedi qui sont pas trop dans le dogme. T'as Qui-Gon et il finit bien. Bon, il décède, mais il est sympa. Il finit bien. Oui, j'allais dire, il finit bien. Bon. Il finit mort, il finit mort, mais il est gentil. Il finit bien, tout va bien. Voilà. Et puis t'as le comte Dooku qui lui, ça tourne pas ouf quoi. Et lui c'est pareil, il a des méthodes un peu où il se met en retrait, il aime pas trop ce que dit le conseil et tout. Et voilà, donc tu sais pas trop lui où est-ce qu'il va aller.
Ouais. Et Puis il y a le fait aussi que sa padawan a quitté l'ordre. Et il dit, que parce qu'elle dit bon, j'étais pas assez bonne, etc. Il dit non, c'était moi aussi qui n'étais pas un assez bon maître. Ça, j'ai bien aimé. Ouais. Mais encore une fois, j'étais genre, mais qu'est-ce que tu caches? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, quoi? Parce que pareil, cette décision d'Osha de quitter l'ordre, est-ce que c'est juste parce est-ce qu'elle a choisi de quitter? Est-ce qu'elle a été virée parce qu'elle était nulle? Je trouve, elle allait faire la bringue tous les soirs, là, elle se barrait du dortoir. Et au bout de 3 fois, on lui a dit, mais enfin, ça suffit, et voilà, c'est tout. Hein. Parce qu'elle n'a pas du tout de ressentiment vis-à-vis de l'ordre. Elle est pas. Non, pas trop. Non, c'est comme si, en fait, c'était une vie ancienne qu'elle. Petit côté Ahsoka, en vrai. J'allais dire un peu comme Ahsoka. Non, Ahsoka, elle avait les boules, par contre, quand elle s'est fait. Ouais. C'est pas pareil. C'est un choix politique de quitter l'ordre. C'était pas. C'est vrai. Ouais. Ahsoka, mais justement, c'est parce qu'en plus, Ahsoka, du coup, elle croyait plus en ces gens-là, vu que de toute façon, justement, ça s'est passé d'une façon différente. Pardon, j'arrive plus à parler, il commence à devenir tard. Oui. Ils l'ont pointé du doigt directement, en fait, Ahsoka, tandis que là, justement, t'as Saul qui fait le contraire. Ça se trouve, elle a été virée après s'être enfermée dans un bureau, c'est peut-être ça. Baz qui demande si on ressent vraiment la période temporelle de la série, parce que lui, ça le dépayse pas du tout. Bah, c'est Star Wars, quoi. Je sais pas, en fait, tu le sens plus sur les personnages que sur l'univers, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis il y a le fait, moi, ce qui m'a plongé dans l'univers Haute République, mais parce que je connais, voilà, je sais à quoi ça ressemble, c'était le fait d'avoir les temples locaux, enfin d'avoir les petites communautés locaux où les Jedi sont disséminés, ils sont pas tous à Coruscant, ils sont pas tous au temple de Coruscant, ils sont vraiment un peu partout. Et pour moi, c'est ça la marque de la Haute République. Et je pense que c'est ça qui va changer après. Et je pense qu'ils vont se recroqueviller à Coruscant. Mais c'est plutôt ça. Le reste, effectivement, non. Esthétiquement, ils n'ont pas les mêmes couleurs de robe. Mais après, voilà, c'est ça. Le changement majeur. Voilà. Oui, puis même, il y a le fait, comme tu dis, comme il y a beaucoup de Jedi, tu les vois, ils se baladent dans la rue, il n'y a personne qui les regarde un peu bizarre, alors que tu as un peu plus ça déjà avec Anakin et Obi-Wan et tout ça, quand ils vont... Genre, vous êtes Jedi, comme si c'était rare, justement, en fait. Alors que là, c'est normal qu'il y ait des Jedi dans la rue avec leur sabre laser comme ça, enfin, tu vois, donc... Verne Astra, comme elle a l'air incroyablement gentille, là. Alors, Verne, moi, j'étais un peu perturbée parce que c'est pas cette Verne-là que je connais. Ah oui. C'est une Verne beaucoup plus jeune. Et du coup, je me demande ce qui lui est arrivé pour devenir aussi... Elle est très fraîche, je trouve, dans sa manière de parler. C'est très... Et puis très il faut qu'on... en fait, on dirait déjà une Jedi de la prélogie. Elle est déjà en mode... alors, il faut qu'on garde ça... qu'on garde ça un peu sous tapis parce que ça la fout mal d'avoir une ancienne Jedi qui assassine les autres Jedi, donc faut pas que ça se sache, etc. Je suis genre... C'est ça, c'est une pré-Mace Windu, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle fait grave penser à ça. Et ça, du coup, ça m'embête que Verne devienne ça, parce que c'est pas ça. Elle était plus sympa avant. Plus jeune aussi. Mais... Ah oui, donc c'est ça la photo Yord 2, d'accord. Je la montre pas, je te laisse faire, mais... Oui, alors si on continue notre tour des Jedi, il faut qu'on parle de Yord. Bah oui. Alors déjà, je mets Yord 1, parce que déjà, Yord 1, bah voilà. Il est perturbant, Yord 1. Cette version de Yord, parce que c'est quand même le Yord qui arrive et qui a l'air hyper joasse de manipuler l'esprit des gens. C'est vrai. C'est un peu limite, Yord. C'est vrai. Yord, enfin, on fait pas ça. Calme-toi un peu, Yord. Il est vraiment... Mais alors, moi, j'adore ce personnage, parce que d'un côté, c'est déjà full un Jedi... lui, il est dans les... Genre, il y a les règles, il faut appliquer les règles. Et dans le chat, ça fonctionne, il le déteste. Moi, je suis pas la seule, voilà. Je suis pas la seule. Ah, il m'a en fait ouais, non, mais
Parce que c'est ce que tu dis, tu sais, il est très, c'est les règles et c'est comme ça, et en plus il utilise son sabre laser là comme ça dans une grotte, ça met un peu. Mais c'est ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Oui, je sais, mais ça m'a. Dans Jedi sur. Attends, Jedi Survivor, tu passes ton temps à faire ça. Ouais. Oui, d'accord, mais moi je joue pas à ces jeux-là, donc évidemment j'ai découvert ça et je dis mais c'est ridicule. Mais après, non, mais ça c'était juste. Forcément, il a un sabre jaune. Parce que c'est un gardien du temple, du coup. Donc, c'est pour ça qu'il est très sur les règles, du coup. Je sais pas, mais. Ouais. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je pense qu'il va avoir. J'espère qu'il va avoir un arc de personnage où il va se détendre un peu. Mais il est. En fait, j'ai l'impression que son côté très balai dans le cul, c'est un peu une manière de. Tu sais, c'est un peu une carapace, tu vois. Oui, bien sûr. Quelqu'un de très insécure et qui, du coup. Voilà. Parce que il est toujours un peu embêté quand il est pris, tu vois, genre la première fois qu'on le voit, bon, il y a ça, et après, genre, il est assis sur le lit de Osha, et Osha rentre sur ça dans la chambre, et il se lève, genre, merde, elle m'a chopé en train de m'asseoir. Et tout, évidemment, quand il est en train de défroisser sa robe. On y est. Voilà, c'était pour ça que tu voulais nous parler de Yord, en fait, on a bien compris. Mais non, mais outre le fait que c'était agréable à regarder, c'était surtout hyper drôle, parce que en fait, il m'a fait penser à comment il s'appelle, le gars dans Andor qui modifie son petit costume pour qu'il soit toujours tout propre. Oui. Le mec qui est dans l'Empire. Je me souviens pas de son nom, mais oui. Oui, qui vit chez sa mère, là. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression. Il me fait penser à un collègue, il faut pas que je dise ça. Bref. Même si, ce mec, c'est une version pire, là. Yord, il est quand même plus. Oui. Mieux, quoi. Oui. Mais c'est le même type de personnalité, tu vois, un peu insecure, un peu qui fait des bourdes, qui est toujours un petit peu. Du coup, je l'aime bien. Et j'ai hâte de le voir. Il essaye tellement d'être parfait qu'il rate. C'est ça. Et perfectionniste, et du coup, enfin voilà, c'est les défauts des perfectionnistes un petit peu névrosés, quoi. C'est vrai. Et du coup, je sais pas, je trouve qu'il a son charme et que en fait, c'est surtout que j'ai envie de le voir évoluer, quoi. J'ai envie et j'avoue que ça m'a fait rire quand c'est lui qui a les soupçons le plus longtemps sur Osha, et au final, c'est lui qui la dédouane parce qu'il la suit, parce qu'elle trouve ça louche, et finalement, c'est ce qui permet de dédouaner Osha de la mort de. Ouais, d'accord, mais enfin, il la suit quand même, quoi. Enfin, le mec, oui, mais il aurait pu rien dire. C'est malin, et c'est très paladin d'une certaine façon. Tu sais, c'est vraiment ce truc de je vais suivre la loi. Et donc là, actuellement, elle est bizarre. Je la suis. Et ok, elle a rien fait. Eh bien, je le dis, elle a rien fait. Et mais justement, merci, en fait, Lordle. Ouais. J'ai envie de me dire que est-ce qu'en fait, il va pas se mettre comme nous, c'est-à-dire que quand il va apprendre la vérité sur ce qui s'est passé. Mais j'ai très hâte de. Et que presque lui, il deviendrait presque en vrai, et qui tournerait la carte et qui partirait avec Maek, avec. Peut-être pas, mais peut-être pas. Mais c'est peut-être déjà moins. C'est les règles et c'est comme ça et blablabla. Parce que si c'est la vérité et qu'on sait toujours pas ce que c'est, mais peut-être que il va se dire, non, je ne veux pas être dans cette clique. Je pense que ça serait hyper intéressant parce que c'est celui qui a l'air d'avoir les plus idéaux, les plus. C'est ça. Hors sol. Et du coup, de se confronter à ça, comment il va réagir. Qu'est-ce que. Pour moi, il pourrait bien vriller, quelqu'un qui est comme ça, toujours sur les règlements, etc. Quand tu lui montres que ce à quoi il croit et les règles hyper strictes auxquelles il s'adonne, tu as un groupe qui décide de complètement n'avoir rien à péter et qu'en fait, tout ce que tu suis depuis le début n'a pas de sens, ça peut te faire vriller. Je trouverais ça intéressant comme revirement. Voilà, vous l'avez entendu ici en premier. J'espère que la petite padawan de Saul, Jackie, va le. Oui. Que j'aime bien, en plus, ça va être les liens qu'ils ont les uns avec les autres qui vont permettre de le garder. Justement, que sa padawan de Saul, elle a de la répartie, donc elle est pas. J'aime bien Jackie, elle est marrante. Elle est chouette. Il y a Goodcar qui demande, est-ce que ça vous fait pas tiquer vous aussi que Osha arrive plus rapidement dans la pièce, donc là où il y a
Torbin sur le point de, enfin qui s'est empoisonné, que les Jedi, alors que les Jedi sont menés par un des Jedi du temple. En fait, elle prend un raccourci, elle prend un chemin de traverse pour aller plus vite. Tu sais, j'ai même pas, ça m'a même pas fait tiquer en fait. Je sais pas, ça me fait penser. Je me souviens pas exactement comment elle arrive, enfin de par où. Elle passe par sur le côté, elle ouvre un petit couloir, un machin. Elle doit pas ramper à un moment donné, je sais plus. Enfin bon, bref. Non, mais en même temps, t'as les Jedi de Coruscant qui débarquent, tu les refais passer par le grand couloir, la belle porte, leur montrant un petit peu que le temple il est sympa, alors qu'elle, elle a pas le time, quoi. Je sais pas. Elle a dû sentir le. Ange Rouge dit que c'est Obi-Wan, que ouais, c'est vrai, enfin, que Yord il a un petit côté, un peu. Mais notamment jeune Obi-Wan dans Maître et Apprenti. Obi-Wan dans ce, oui, c'est vrai. Il est insupportable. Il n'est pas insupportable, mais il est. Dans l'épisode 2, Obi-Wan, il y a un peu, ça va quoi. Anakin, maintenant, c'est moi, je l'aime bien. Après, il a Anakin de Padawan. Officiel Yord Horde, voilà, je fais partie des. Non, mais après, c'est vrai, bah, ouais. Ah, mais ouais, Obi-Wan un peu plus light quand même. Hein. Oui, non, mais clair, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on passe aux dernières grandes mystères? Ah, oui. Bah oui. Qui est quand même. C'est qui lui? C'est qui lui? Parce qu'il a l'air très très méchant quand même. Il a un sabre rouge, ça veut dire qu'il est méchant. Il a un casque noir et un sabre rouge déjà. Bon, franchement, tout y est. Hein, il demande à Maë de tuer des Jedi sans armes, ce qui est quand même un peu étrange. Oui, c'est vrai. Mais bon, je pense que c'est en mode en disant non, mais ça sert à rien de tuer des héros, il faut les détruire. Tu vois, c'est un peu Batman, quoi. C'est genre, c'est le double face dans Dark Knight, quoi. C'est genre, c'est pas, il faut détruire le symbole que représentent les Jedi. Et Tom a trouvé, c'est Dark Vador. Exactement, c'est lui. Oui, c'était. Ah bah voilà. C'est surtout pourquoi est-ce qu'il joue avec son sabre laser sur un bout de rocher comme ça, là, en plein milieu de nulle part avec personne. Alors j'avoue qu'il y a un petit côté. Vous avez vu, je suis un méchant. Il y aurait le reflet et que ça ferait une super photo. Et voilà. Ah, ben c'était pour le moment Instagram. D'accord. Mais tu penses que ce genre de mecs ont beaucoup de choses à faire dans leur vie? Je veux dire, il sait qu'elle va venir. Ça se trouve, il est arrivé 4 heures avant et il s'est dit, bon, en plus, il n'y a pas de Wi-Fi. Qu'est-ce que je fais? Alors attends, elle va arriver de là-bas si je me place comme ça, là. Bah non, mais c'est ça. Il est en train de jouer avec son sabre laser comme ça au bord de l'eau. Il est en train de jouer avec son sabre laser. C'est exactement ça. Pour moi, c'est ça, littéralement. Un peu bizarre. Enfin, je veux dire, voilà, il est introduit comme ça un peu à l'arrache. C'est bizarre, mais bon, on ne sait pas qui c'est. En gros, je pense que c'est le père des jumelles, et donc il y aurait quand même un père dans cette histoire. Alors non, là c'est assez clair qu'il n'y a pas de père. Là, pour l'instant, on a l'impression que non, en tout cas. Ou Voldemort, ou Bob Chapek, ou Tom Fitzgerald. On a toutes les suggestions qui sont là. Hein. Voldemort, ouais. C'est possible. Tout est possible. Vous pensez que ça peut être Dark Plagueis? Bah moi, j'ai pensé à lui directement, vu que dans la timeline, ça marche. Oui. Donc le maître. Mais si c'était Dark Plagueis, est-ce que Maë, ça serait pas son apprenti plutôt qu'un. Pas encore, c'est une acolyte pour l'instant. Acolyte, c'est avant apprenti? Alors, a priori, c'est ça. Ils l'ont réexpliqué, parce que c'était pas quand même hyper clair. Mais du coup, acolyte, parce que du coup, les Sith, ils sont deux. Il y a toujours le maître et l'apprenti. Mais du coup, l'apprenti, oui, pour devenir maître, il faut qu'il tue le maître. Et du coup, en général, ils forment déjà des acolytes qui deviendront potentiellement ses apprentis, ou en tout cas qui pourront l'aider à. Le rang d'avant. C'est le rang d'avant. C'est l'équivalent de l'initié Jedi. Je suis actuellement sur Star Wars Fandom. Tu vois, j'avais pas cette info. Donc l'initié. Il faut passer des tests en fait aux apprentis aux acolytes pour voir. Donc en fait, elle n'est pas encore vraiment Sith. C'est l'équivalent des gamins qui jouent avec leur sabre laser devant Yoda, qui font piou 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 comme ça. Ah, ceux qui se font dégommer par Anakin. Voilà, c'est eux, exactement. Exactement. Et c'est la même chose, mais chez les Sith, c'est une acolyte. Ouais. Donc, autant les younglings là pour devenir Padawan, ils vont chercher
un Kyber Crystal, autant les acolytes, ils doivent tuer des gens. Voilà. Ils doivent surtout pas dire qui ils sont. Différente. C'est les acolytes anonymes. Allez. Oh. Allez. Mais oui, c'est ça, Ange Rouge. C'est un mec qui cherche des coquillages avec son. Tout à fait. En fait, il voyait pas dans l'eau. Oui. Ou alors il a les crevettes, tu vois, je sais pas. Et il a vu machin qui avait mis son sabre pour éclairer, il a fait pas con. Bah bon, c'est pareil en fait, le mec. Non mais c'est possible. Je vais te trouver un coin pas lourde. En fait, oui, j'avais pensé à Dark Plagueis aussi, mais après je me dis, est-ce que c'est pas de la facilité que ça, enfin, tu vois, est-ce que ça serait pas un peu trop facile que ça soit lui? Il a un sabre tordu, Dark Plagueis. On l'a jamais vu, Dark Plagueis. Je sais pas. Non. On a le. Je me souviens pas. Non, il est plus canon le bouquin Dark Plagueis. Si, il est canon, je sais plus. Non, il est plus canon. Parce qu'il y a un livre Dark Plagueis, et donc on sait que Dark Plagueis c'est un. Ouais. Ouais. Très clair. Je sais plus. À la suite du rachat, tous les éléments. C'est ça. Donc. Le roman Dark Plagueis, il est Legends. Donc, ce qu'on savait de Dark Plagueis, a priori, on ne sait pas. Ouais, donc tout était facile. Enfin, tout était facile. Tout est possible. Après, ils ont tendance à reprendre des trucs. Mais du coup, Dark Plagueis, qu'est-ce qu'on sait? C'est ça la question qu'on se pose. Et Dark Plagueis, c'est un. J'ai plus le nom, mais c'est. Ouais, en fait, on ne sait pas, je pense, dans le canon, parce que je pense qu'ils le disent pas. Est-ce qu'il y avait beaucoup de Sith à cette époque, en fait, de la Haute République, que je connais pas? Donc, je vous pose la question. De toute façon, les Sith, normalement, non. Il y en avoir qu'un en même temps, enfin deux. Mais... Il essaie d'y en avoir deux, un maître, son apprenti. C'était quelque chose de courant. Le truc, c'est que ce qu'on sait dans le canon, c'est que tu avais Dark Plagueis, qui lui-même a eu comme maître a priori Dark Ténébrous. Ils ont de moins en moins d'idées pour les noms. Alors, j'allais dire là, l'originalité, bravo. Bravo, vraiment, voilà. Et ce Dark Ténébrous, on ne sait pas trop d'où il sort, de ce que je comprends. Là, je suis sur le wiki, vraiment. Dark Noir, avant. Ça, t'as le Dark Black. Et c'est ça, Dark Plagueis, c'était un moon. Dark Plagueis, a priori, c'est un moon. Vous savez, c'est ceux qui ont pas de cheveux, mais qui ont un crâne vachement long. Ah bah donc c'est pas lui là. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu de près dans le trailer, enfin de près. Ouais. On voit qu'il a une espèce de casque avec de masque avec des grandes dents, des grands sourires dedans. D'ailleurs, j'aime beaucoup, justement sur Star Wars Explains, il l'appelle Dark Tooth. Du coup, j'aime bien. Du coup, pour moi, j'adore comme nom, Dark Tooth. Dark Tooth. Ouais, bah écoute, donc c'est pas Plagueis s'il est censé avoir une longue tête à la Marge Simpson. Donc ça serait peut-être Ténébrous ou alors quelqu'un d'autre. Ou alors un site dissident qui a rejoint. Parce qu'on a. C'est peut-être pas un site, il a juste trouvé le sabre laser sur la plage. Ouais, c'est possible aussi, c'est possible. Non, mais après, le truc, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on espère de cette série, c'est qu'elle nous apporte un peu d'éléments sur cette partie du lore, parce que on sait pas en fait. Dark Plagueis, on l'a jamais vraiment vu, on sait pas quand, on sait pas comment il a transmis ses pouvoirs à Sidious, etc. Avant, il y avait un bouquin qui racontait ça, mais maintenant c'est caduc. Et Ténébrous encore moins. Donc, quel est d'où ils sortent? Tout ce qu'on sait, c'est que les Sith ont pendant très longtemps manifestement survécu, alors que tout le monde était persuadé qu'ils avaient disparu. Donc cette lignée maître-apprenti a perduré pendant hyper longtemps dans le secret le plus total. Et là, il se présente un peu. C'est la première fois, je sais pas si c'est la première fois véritablement, mais là, c'est le plus tôt qu'on ait d'un site qui apparaît. On n'avait jamais vu un site aussitôt dans la timeline. En même temps, on n'avait pas vu grand-chose aussitôt dans la timeline. Donc voilà. Mais et donc bah voilà, d'où il sort. Qui c'est? Ça, c'est on a envie de savoir. Bah, en plus, justement, dans le trailer, on voit qu'il va avoir un face-to-face avec Saul. Donc, je pense que c'est un ancien rival. Enfin, tu vois, je me dis qu'à mon avis, Saul, il doit déjà l'avoir combattu. J'en sais rien. Enfin, il n'a pas l'air. Je suis pas sûre que dans le face-to-face, il est genre, mais qu'est-ce que t'es? Il est en mode Saul, il est en mode. Mais ouais. Et du coup, je sais pas si. Je pense que ça va être vraiment une découverte pour les Jedi et du coup, ils vont forcément cacher aussi, parce que
pour qu'on arrive 100 ans plus tard en mode il n'y a pas eu de site depuis. C'est un peu ça aussi le problème. Oui, c'est vrai, ils sont pas censés savoir. Vu à quel point ils a l'air d'être une bande de spécialistes de cachage de secrets, je pense qu'un secret de plus à cacher, c'est pas. Ça, c'est l'image qu'on a eue dans le trailer. C'est pas une image qui est pour l'instant issue. On l'a pas encore vu ça. On l'a pas encore vu, mais je l'ai mis parce que c'est ce qu'on attend. Ah oui. Et que a priori, c'est le moment où ils vont faire face à. Mais alors, ça veut dire que peut-être que je vais faire un spoil gigantesque, mais si les Jedi sont pas au courant qu'il y a un site qui existe, ou en tout cas qu'ils n'en ont pas vu depuis hyper longtemps, des millénaires, disent-ils, ça veut peut-être dire que tous les gens qu'on voit là, ils vont tous décéder un par un. Hein. C'est possible. Enfin, après, attachez-vous pas trop. Après, pour moi, il y en a qui vont mourir. Je suis pas sûre que Saul il survive à la fin de la saison. Après, il y en a qui vont peut-être quitter l'ordre aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Genre Yord. Ils vont peut-être quitter l'ordre. Là, on en revient. Oh non, mais là, j'ai pas signé pour ça, les gars. Non, c'est bon. Ouais. Moi, quand je nettoyais par terre et que je faisais de la méditation, c'est vachement bien. Ça suffit. Ouais, non, mais on verra bien. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne sait rien. On a juste vu. Non, mais moi, par contre, du coup, c'est qui Kaimir? Parce que moi, il m'intrigue beaucoup. Ah ouais? Est-ce que c'est pas lui, du coup, qui est sous le masque? Je pense que ça pourrait être lui, carrément. Je sais pas, mais en tout cas, il a une attitude vis-à-vis de Mae et du coup d'Osha un peu étrange. Ouais. Et c'est parce que quand il découvre que là, c'est pas Mae mais Osha qu'il a en face de lui, il est en mode oh là là, mais tu lui ressembles exactement, comme s'il était genre hyper intéressant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il est étrange. Et à mon avis, il cache des choses. Donc soit c'est c'est juste un autre acolyte qui doit aussi passer des épreuves, j'en sais rien. Ou alors c'est déjà un site. Tom dit que c'est un bon, bien côté obscur, bien site caché. Ouais, c'est possible. Goodcar, lui, il pense que l'apprenti du site est sur l'image là où il y a tous les Jedi et que c'est le dernier survivant du combat et qui cache la présence des Sith au Conseil Jedi. Du coup. Ça serait ultra possible en fait. Peut-être. C'est Yord. Depuis le début, c'était Yord. On vous l'a dit, c'était Yord. C'était Yord depuis le début en fait. Eh oui. Ouais. Ça se trouve, c'est un honnête épicier. Mais c'est vrai, Kimir, là, ça se trouve, lui là, avec ses poisons, il fait bon, moi, j'avais du thym, du romarin, du poison, voilà, c'est pas. Voilà, c'est. Parce que moi, ça m'a fait quand même vachement. J'avais vraiment l'impression qu'il était en train de se faire un cocktail. Et à la fois, genre, tiens, c'est pour le Jedi. Stylé. Bon, c'est hyper intéressant, en tout cas. Je note un truc, pardon, pour être sur un sujet, je reviens un petit peu, on en a déjà un peu parlé, mais cette image où on voit les deux jumelles, c'est un pléonasme, les deux jumelles, tu l'as appelé Dyad. Et ça me trigger un petit peu, j'aime bien parce que j'y ai pas pensé. Ouais. Mais parce que on la n'est pas allé jusque-là, effectivement, dans la discussion sur les jumelles, mais il y a des théories déjà sur leur lien, parce que c'est vrai que elles ont clairement un lien particulier. Bon, elles ont été créées de manière un peu particulière et il y a les visions aussi qu'a Osha avant. On ne sait pas d'où elles viennent. A priori, c'est pas Mae qui les envoie parce que Mae n'était pas au courant qu'Osha était vivante. Ouais. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui les envoie. Peut-être Kaimir. Je ne sais pas. Peut-être. Mais, ou Yord. Non, mais en tout cas, il y a. Ouais, mais en tout cas, il y a un lien spécial entre les deux et puis la manière. Ouais, je pense qu'il y a ce côté. C'est peut-être ça c'est peut-être pour ça aussi que Mae a été recrutée entre guillemets, qui a cette espèce de volonté de récupérer ce pouvoir qui est particulier du fait qu'elles sont à deux jumelles. Est-ce que oui, la dyade, c'est ce truc qu'on voit dans l'épisode 9, ce concept qui est utilisé pour expliquer la relation entre Ben et Rey, entre Kylo Ren et Rey. Et là, on est sur quelque chose de relativement similaire, quoi. Une dyade, deux entités de la force, une qui a l'air plutôt obscure, l'autre plutôt claire. Et en plus, elles sont jumelles et elles ont un lien très très fort. Elles ont
ce genre de rituel hyper bien joué, hein. L'acting, encore une fois, excellent sur je suis toi, tu es moi, je sais plus ce que c'est exactement, mais enfin, en vrai, tout ça mène vers qui en plus sont des sorcières, donc on sait pas trop, conçus, on sait pas trop comment. Ça rappelle aussi les prophéties vis-à-vis d'Anakin conçues par la Force, etc. Enfin, tout se recoupe un petit peu, je trouve, pour aller vers ça, quoi. Puis c'est vrai que dans l'idée de la dyade, il y avait aussi, c'était l'ambition de Palpatine d'utiliser ce pouvoir de la dyade pour ressusciter, pour récupérer un peu tout. Il y avait aussi du coup ce pouvoir qu'il y a dans la dyade qui est aussi un peu quelque chose qui pourrait servir au Sith. Donc c'est. Donc, il pourrait aussi les pousser à aller chercher. Et peut-être que c'est pour ça que les Jedi s'intéressent spécifiquement à ça. Peut-être que. Et pourquoi les Jedi prendraient une gamine et pas l'autre, avec ce truc de peut-être qu'ils veulent juste couper la dyade, justement, qu'ils ont repéré quelque chose d'étrange et que dans le doute, les prophéties semblent être dangereuses et donc on coupe et comme ça on prend Paris. Je sais pas. Il y a plein de trucs. On se fait rabrouer par Ange Rouge qui a bien raison en mode sinon des jumeaux qui sont perdus mais qui se retrouvent avec un type en noir avec un casque et un sabre rouge, ça vous dit rien. J'allais y venir en plus, je dis en même temps on est toujours avec des jumeaux dans les Star Wars ou oui, c'est vrai. genre, parce que bon, Luke et Leia quand même. C'est pour la première fois qu'on nous fait le coup, oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'était intéressant. Malgré l'acting pas ouf, c'était quand même intéressant cette dynamique entre les deux sœurs, la manière dont on voyait Mae et Osha, leurs caractères qui sont quand même très différents, même s'il y a un fond qui est un peu pareil. Je l'avais prise, mais je l'ai pas remis. La première scène où il y a Osha qui retient l'espèce de papillon et elle a la même. En fait, ils ont la même. Même si du coup Mae elle le fait de manière plus bourrine et plus extrême. Mais Osha, elle fait la même chose de manière plus. Mais son premier instant, c'est de faire aussi cet acte qui est pas très. C'est de la cruauté animale, oui. Ouais, elle retient un papillon. Bon, elle relâche après, mais. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé dans. Ça part en vrille pendant ça dans le chat entre manifestement la Foch, le sabre laser, Harrison Ford, à eux trois ils forment les reliques de la mort, ça parlait de communisme, je comprends pas tout. La faucille, pardon, pas la faucille. Bref. Mais le Jedi Plus pour Rise of the Resistance, c'est un Horcrux, exactement, c'est ça. On est perdu, mais voilà, il y a plein de théories en tout cas dans tous les sens. Je trouve que cette série à ce niveau-là, elle nous dévoile les choses petit à petit, et du coup, ça m'a d'autant plus surpris de voir des réactions aussi épidermiques sur cet épisode 3. Autant j'entends qu'on peut le trouver long, ça oui, ça peut même être plus ou moins factuel. Mais encore, c'est vraiment la première moitié, quoi. Mais après, ça bouge assez vite, je trouve. Mais bon, je peux comprendre la critique, quoi. Autant, ils font n'importe quoi avec la Force, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Calmez-vous, attendez, qu'on découvre ce qui se passe exactement. De toute façon, la communauté Star Wars en ligne, Bon. Non, je pense que là, pour le coup, c'était vraiment, ils ont été triggers par le fait que c'est une communauté de fans, une communauté de femmes, et que à partir du moment où il y a une communauté de femmes qui a du pouvoir, qui est indépendant, etc. Mais c'était triste, c'est tristement vrai ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment ce truc où t'as fait plein de messages où c'était genre non mais ils font n'importe quoi avec la Force et puis on s'ennuie et puis machin et puis les lesbiennes machin enfin tu partais sur des critiques que je pouvais à la rigueur entendre, mais on voit bien du coup le fond de la pensée derrière qui presque annule tout le reste en fait. On comprend maintenant quel est le problème exactement. Donc voilà, Oui, mais tu sais, ça avait déjà commencé avec l'épisode, la semaine dernière avec l'épisode 1 et 2, parce qu'il y en a qui se plaignaient, qui comprenaient pas Saul à cause de son accent. Oui, bien sûr, oui. Oh, non, vraiment, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Ouais, non, mais là, j'ai vu ça. Mais les sous-titres, voilà. Écoute. Mais en plus, bref. Non, mais ce genre de truc, je commande pas parce qu'après, tu vois, Non, mais de toute façon, effectivement, ça vaut pas le coup de commenter, mais moi, en tout cas, j'ai très hâte de voir la suite pour le coup. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Et ben voilà. Ah ben oui, clairement. En plus là, on a trop de questions. Ouais. Je trouve que c'est une vraie série à mystère et c'est vrai que pour l'instant, on n'avait pas trop eu ça sur Star Wars. C'est une série à mystère avec des intrigues qui se dévoilent petit à petit. C'est pas.
Ouais, et du coup, c'est des nouveaux personnages. C'est ça. On s'attend pas à voir justement Dark Vador arriver. Enfin, tu vois, c'est qui tous ces gens? Qu'est-ce qui cachent, comme on dit, ou qui sont-ils? Où on va C'est que les sous-titres sont pas terribles. Nos 10 bases, les sous-titres, il y a des fautes, des machins, des fois c'est. Bon, bref. Vous pensez d'ailleurs, tu dis, il n'y a pas Dark Vador qui va arriver, certes. Yoda, on le voit, à votre avis? Je crois qu'ils avaient dit qu'il allait pas être dedans, non? Non? Je sais pas. Peut-être pas dans la saison 1. Moi, je le vois plus faire un caméo, peut-être plus tard, mais là, je le vois pas. Parce qu'en fait, le lien, pour l'instant, le lien qu'on a avec, ne serait-ce, enfin, même si elle n'est pas l'air d'être au conseil, mais en tout cas avec le conseil Jedi, c'est Vern Estra. Donc, je vois pas trop pourquoi on aurait. Yoda, quoi. Un petit passage, un petit machin, un petit passage en hologramme, sa voix, juste, peut-être, je ne sais pas. Vern, tu l'as mangé. Bien mangé. Je sais pas faire les tournures de phrases de Yoda. Mais et prêt le repas. Je pense qu'on peut dire à la régie qu'on va sortir de l'alerte spoiler. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ouais, je pense qu'on a déjà bien tout. Eh bien, allez. On sort de la vitesse spoiler. Merci beaucoup. C'est plus simple. L'atterrissage est un peu plus doux, un peu plus léger, etc. En tout cas, j'ai hâte de refaire Non, j'ai hâte de faire la prochaine alerte spoiler juste pour revoir l'animation. Ça m'a vendu un rêve infini. Merci beaucoup en tout cas. Merci Marjo déjà d'avoir fait tout ce brief et d'avoir préparé toute cette partie sur The Acolyte. J'espère que vous avez appris plein de trucs et que vous avez pu vous aussi nourrir une réflexion, peut-être être en total désaccord avec nous ou peut-être pas, mais dans tous les cas c'était chouette d'en reparler. On a hâte de voir la suite et puis évidemment que dans Star Wars on reparlera de The Acolyte à la fin. Il faudra faire un bilan quand même, je pense pas qu'on en reparlera d'ici là parce que s'il reste 5 épisodes, qu'il y a un Star Wars à peu près tous les mois, on verra. On peut le timer pour le dernier épisode, en fait. Je pense qu'on peut essayer de faire ça, tranquillement,